Bonsoir à tous. Donc merci Olivier d'être avec nous ce soir. Merci, Pour commencer, je voudrais te féliciter en fait merci. parce que vraiment on va parler de ce livre qui s'appelle L'éveil psychédélique, sous-titré Comprendre les états élargis de la conscience. Et donc j'ai eu l'honneur de faire la préface, mais j'avais travaillé sur une version de travail, je vais dire. Et là je l'ai relu vraiment en profondeur et avec délectation. Waouh, Parce que en plus, il y a des belles illustrations, il y a des schémas, il y a des tableaux, il y a ce qu'il faut. Et je dois dire que c'est vraiment un excellent livre. Je te félicite pour merci, le travail merci. parce que tu aurais pu, comme ça se passe des fois dans l'édition, te contenter de faire un peu un digest de livres que tu as fait avant, et notamment le travail qu'on a fait ensemble sur la révolution psychédélique. Tu avais fait avant ça la médecine psychédélique en 2009. On a co-dirigé donc la révolution psychédélique en 2020, je pense, qui était un ouvrage collectif, mais dans lequel tu avais beaucoup écrit. Et tu aurais pu te contenter, oui, de reprendre des chapitres, de les retravailler un peu. Voilà. Tu n'as pas du tout fait ça. Tu as fait vraiment un nouveau livre avec une vraie réflexion approfondie, un gros travail de réflexion et de documentation aussi, parce que tu cites beaucoup d'auteurs sans que ce soit pénible, hein, parce que ça peut être le cas. Là, c'est pas du tout le cas. C'est des références vraiment à propos, qui sont pas lourdes du tout, qui sont tout à fait justifiées à chaque fois. Et je suis impressionné, honnêtement, je te le dis, par le travail que tu as fait, parce qu'on en avait parlé ensemble, bien sûr, avant. On avait le projet de peut-être travailler sur cette thématique-là tous les deux aussi. Bon, alors les conditions ont fait que tu t'es lancé pour mettre à plat, mettre par écrit ce qui te trottait dans la tête depuis un moment. Tu avais une réflexion assez approfondie sur la structure de la conscience, je vais dire, parce que on parle d'éveil psychédélique, mais c'est vraiment un livre sur la conscience et la façon dont tu comprends le phénomène de la conscience, comment la conscience finalement est stratifiée en différents niveaux comme ça. Alors, bien sûr, les couches, c'est un peu arbitraire quelque part, hein. Dans la réalité, il y a une sorte de continuum, hein, bien sûr, mais c'est très bien argumenté et c'est très clair. Et encore une fois, tu t'appuies aussi sur des sources qu'on partage, bien sûr, des philosophes comme Bernardo Kastrup, notamment, que je suis très fier de t'avoir fait connaître C'est vrai, merci. à cette occasion. Mais tu as bien étudié son travail et tu l'as bien digéré aussi. Et voilà, donc c'est juste ce point d'introduction que je voulais faire parce que c'est pas de la flagornerie. J'étais vraiment impressionné par le rendu quoi, final du livre. Et je croyais que le livre était déjà sorti, mais en fait, il n'est pas encore sorti, c'est ça, hein? Oui, le 12 octobre. 12 octobre. Donc vraiment, je le conseille très vivement parce que c'est une excellente synthèse sur ce qu'est la conscience, sur la nature de la conscience, sur comment nous sommes situés dans le monde et sur la façon dont, bien sûr, les psychédéliques, mais ce n'est pas seulement eux, mais comme tu le dis, hein, c'est une voie d'éveil, c'est une voie de connaissance de soi. Et c'est une voie de connaissance du monde, quoi. Alors, bien sûr, c'est un peu ta spécialité, mais tu t'intéresses aussi à tous les autres phénomènes de la conscience. Et là, tu expliques que les psychédéliques sont une espèce de voie royale vers l'éveil spirituel, hein, parce qu'on parle de conscience et puis on parle d'éveil vraiment de spirituel, on parle de spiritualité. Et voilà, tu expliques qu'il n'y a pas de, il n'y a pas effectivement d'obligation à choisir cette voie-là, mais que c'est une voie complémentaire, c'est une voie qui a sa propre richesse, son propre intérêt. Et puis, bien sûr, au passage, tu démystifies tous les mensonges. Ça, on l'avait déjà fait, bien sûr, hein, mais tu démystifies tous les mensonges qui ont pu être dits sur ces substances psychédéliques, donc, et tu retraces leur importance dans le monde chamanique et puis à travers les mouvements qui ont eu lieu dans les années 1960, etc. Et là où on en est aujourd'hui avec l'usage thérapeutique. Donc voilà, bravo. Comment, comment tu as décidé finalement de faire ce travail et de proposer quelque chose d'entièrement nouveau? C'est une commande en fait de l'éditeur, Oui, voilà, au oui, départ, c'est hein. une commande des éditions Le Duc, ouais. Donc, il fallait bien que je remplisse ce livre, donc du coup, j'ai commencé à mettre ce que j'avais, quoi. En tout cas, écoute, merci. Alors, si un jour, on m'avait dit que le cerveau que tu es dirait une aussi... Merci, non, je plaisante pas, c'est pas de la flagornerie, c'est juste ce que je pense, hein. Dirait des choses aussi belles sur un de mes livres, franchement, je n'aurais pas cru. Donc, je te remercie beaucoup, ça me touche et je m'y attendais pas. Donc, parfait. Je doute beaucoup hein, en général. Donc là,
Non, tu peux être fier, honnêtement, parce Merci. que c'est vraiment quelque chose qui apporte une vraie synthèse, une vision globale du phénomène de la conscience et avec des idées qui te sont propres. Donc, c'est pas, voilà, tu t'es pas contenté de recopier des trucs à droite à gauche ou de effectivement reprendre des choses que tu avais déjà écrites. Oui, C'est vraiment passionnant de ce point de vue-là. bah, effectivement, j'ai voulu éviter de faire ce qui se fait souvent, c'est-à-dire de copier-coller des travaux américains et des trucs et toujours dire les mêmes phrases, les mêmes recherches et les mêmes trucs, parce qu'à force, moi en tout cas, ça me lasse. Mais voilà, je crois qu'on peut arrêter la vidéo là parce que tu as dit l'essentiel. Je crois Alors, que là, le livre va être bien vendu. on va dire ce qu'il y a un peu, on J'ai va dire, peur que si je rajoute quelque chose, ça va casser un peu l'ambiance, si tu veux. on va essayer de dire ce qu'il y a un peu dedans quand même. Donc, il y a une première partie dans laquelle tu proposes un nouveau modèle de la conscience. Oui. Donc, qu'est-ce que la conscience? Les liens entre la conscience et les psychédéliques. Et donc, tu parles des états élargis de conscience, Mhm. hein, par opposition aux états rétrécis. Euh, une deuxième partie dans laquelle tu expliques que les psychédéliques sont donc un chemin vers la grande conscience. Alors, tu vas nous dire ce que tu entends par la grande conscience. Et puis, la partie 3, c'est plus les implications spirituelles, mais aussi au niveau individuel, sociétal aussi, pour le monde dans lequel on vit, pour qu'il y ait cet éveil. Et donc, tu as appelé ça l'ouverture spirituelle de l'humanité. Donc, trois parties qui se tiennent bien. On peut commencer bien sûr par le début, c'est-à-dire ton modèle, le modèle de la conscience. Comment tu comprends aujourd'hui le phénomène de conscience? D'accord. Bah, moi, je partirais de la conscience avec un C majuscule, hein. Les petites consciences que nous sommes n'étant, comme disait Castrup, justement, que des dissociations, des séparations éphémères et artificielles de la grande conscience. La grande conscience, on peut appeler ça la matrice originelle unicitaire, c'est-à-dire ce dont tout naît ou tout retourne, qui est à la fois incréé et capable de créer, qui n'a pas de début et de fin, qui est aussi infini que on pourrait imaginer l'océan avant qu'on sache que c'était fini, là, c'est l'océan. Et donc, cette grande conscience qui est à l'origine de tout, qui relie tout, qui pénètre tout, et qui est pour nous comme ce que peut être l'eau pour un poisson, c'est-à-dire qu'on nage dedans, mais on s'en rend même pas compte parce que ça fait partie de notre paysage. Et on peut dire que, alors ce livre, par rapport aux deux autres livres, celui de 2009, La médecine psychédélique, et puis celui qu'on a fait ensemble, essaye d'aller encore plus loin pour présenter un modèle qui n'est pas un modèle matérialiste, mais vraiment un modèle, on pourrait dire, idéaliste, dans l'idéalisme philosophique, hein, je parle d'idéalisme moniste ou l'idéalisme analytique, comme Lucas Strupp, c'est-à-dire que ça va plus loin que le panpsychisme. Le panpsychisme, c'est quoi? Si on dit il y a de la conscience dans la matière. Et l'idéalisme, il dit non, la matière est dans la conscience, c'est-à-dire c'est ce qui enrobe la conscience. Et très important, on peut dire que la matière est un état particulier de la conscience. Et ça, c'est très important, cette phrase. J'avais entendu Sylvie Ditiola dire il y a peu de temps, mais je me suis dit, mais bon sang, Eureka. C'est pour ça que quand on donne un psychédélique, on ne met pas de la matière, la substance psychédélique, sur de la matière, le cerveau, qui donnerait un nouvel état de conscience. Comment matière plus matière égale nouvelle conscience? Il y a le problème, le hard problème de la conscience, comme on n'a jamais pu expliquer, et Le je problème pense que difficile, le le problème problème difficile. difficile de la de conscience de Chalmers, du philosophe Chalmers, qui montre qu'on n'a jamais, jusqu'à maintenant, malgré toutes les recherches et tout, pu expliquer comment de la conscience peut émerger de la matière, et que très probablement on ne le trouvera jamais. Comment de la matière peut émerger la Oui, conscience? pardon, de la matière peut émerger de la conscience. Excuse-moi, merci beaucoup. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de dire état de la conscience, la molécule, plus état de la conscience, le cerveau, égale nouvel état de la conscience. Là, ça se comprend un peu mieux. On n'a plus besoin d'un dualisme en disant matière, comment est l'origine de la conscience, comment elle interfère avec la conscience, c'est très difficile à comprendre. Même la Aujourd'hui, théorie. Pardon. aujourd'hui, tu te situes vraiment dans l'idéalisme, Ouais, 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 dans l'idéalisme moniste ou tout à fait. l'idéalisme Parce- analytique. Alors effectivement, ta position a évolué parce que tu étais plutôt oui, un oui, panpsychiste. oui, tout à fait, tout à Tu fait. faisais plutôt partie de ceux qui disaient il y a de la conscience dans la Oui, matière à l'échelle infinitésimale, à l'échelle de l'atome, il y a déjà de la conscience. Ça, c'est le panpsychisme. Donc il y a de la conscience partout, mais en fait, l'idéalisme, c'est une étape effectivement supplémentaire en philosophie qui consiste à dire que tout est conscience et que la matière n'est qu'une forme tout à particulière fait. Un état de la conscience. que prend un Oui. état, voilà, un état de la conscience. L'un n'empêche pas l'autre. Je reformule hein, pour que Oui, ça soit oui, bien oui, clair. oui. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien imaginer que ça soit à la fois dans l'idéalisme et dans le panpsychisme. C'est-à-dire qu'à la fois, la matière est un état de la conscience et à l'intérieur de la matière, tu as des graines de conscience un peu plus pures, des gouttes de protoconscience, comme le disait Ransford dans son modèle justement panpsychiste. Mhm. Mais donc, ça évite le dualisme.
Et même le modèle, tu sais, que beaucoup de gens utilisent maintenant du filtre à la Bergson, disant que finalement le cerveau est un filtre et que donc il filtre certains éléments de la conscience utiles à la survie et que les psychédéliques, comme ils ouvriraient le filtre, enfin en tout cas ils le décoinceraient ou ils le laisseraient ouvert à plus Mhm. gros canaux, il y aurait plus de conscience qui arriverait. Mais même là, c'est dualiste de dire un filtre et un cerveau, mais comment ça pourrait marcher? Non, le cerveau est l'apparence extérieure, comme toute matière, d'un travail et d'une œuvre de la conscience. Et donc, on fait conscience plus conscience égale une nouvelle conscience, c'est logique, c'est normal. Et ça résout beaucoup de choses, beaucoup d'énigmes. Parce que, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Philosophy of Psychedelics. Donc, il vient de paraître en 2021. Et le type, il veut rendre la science psychédélique naturaliste, c'est-à-dire matérialiste. Et il dit, oui, bon, d'accord, il y a peut-être le problème de la conscience, le problème qu'on ne sait pas comment ça émerge. Mais un jour, on le résoudra et on le trouvera avec une méthode matérialiste. Donc, on va passer ce problème et puis on va faire comme s'il n'existait pas. Mais tu ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Tu comprends? Oui, oui, c'est toujours la même idée de ce qu'on appelle le matérialisme de promesse, c'est-à-dire qu'on se Voilà, dit c'est ça. plus tard, on On arrivera à trouvera. démontrer Voilà. que, Avec le que progrès. ça a une origine matérielle, quoi. Voilà. Donc, alors, c'est pour ça, si tu veux, alors, à qui s'adresse ce livre? Eh ben, à une population très ciblée, à tous les gens qui mourront un jour. Ouais, ça, Alors, c'est ciblé comme c'est très population, ça. limité. C'est très limité. C'est pour ça que je prends vraiment une cœur de cible, si tu veux, comme on dit. Pourquoi? Parce que apprendre à naviguer dans les états de la conscience quand on est vivant, ça nous servira énormément pour traverser les barreaux, c'est-à-dire les différents états de la conscience qu'on aura à traverser et dans lesquels on aura à naviguer euh, après notre mort. Il y a tout un chapitre dans le livre justement qui fait le rapport entre les thanatonautes, ceux qui voyagent dans le monde de la mort, et notamment les gens qui vont vivre des expériences de mort imminente, hein, ou ce que nous racontent les défunts quand ils sont étudiés par des médiums triés sur le volet dans des laboratoires, etc. Euh, Vraiment, les habiletés de navigation sont les mêmes. Et c'est Avec pour les ça, psychonautes, y avec les compris psychonautes, voilà, avec avec les ceux psychonautes. qui voyagent dans les différents états de la conscience par les psychédéliques ou par des méthodes spirituelles, parce que Mhm. ce n'est pas réservé aux psychédéliques, hein. Souvent dans la littérature, si, mais en réalité, non. Tous les gens qui utilisent des méthodes spirituelles pour élargir leur conscience, pour passer à des états de conscience plus globaux, plus visionnaires, eh bien, ils développent des capacités de thanatonautes et de psychonautes. Mhm. Donc voilà, je voulais déjà dire ça. Ouais. Autre chose que je voulais dire, c'est que Mhm. ce livre aussi, il montre que tout ce qu'on peut faire avec les psychédéliques, on peut le faire avec les autres méthodes. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on ne puisse faire avec les psychédéliques qu'on ne puisse pas faire avec les autres méthodes. Sauf que parfois, les méthodes, elles prennent plusieurs vies, Mhm. alors qu'avec les psychédéliques, dans des conditions, attention, hein, c'est interdit en France, pas prendre n'importe comment, n'importe où, Oui. etc., avec une préparation, un cadre, etc., enfin bref, tout le tralala, là où c'est autorisé, eh bien, de manière rapide, assez régulière, c'est-à-dire fiable et efficace, ça peut amener dans des états de conscience très élevés que certains n'atteignent qu'au bout de 30, 40 ans de méditation, qui ne remplacent pas, bien entendu. C'est pas c'est pas ah ben non, mais moi je peux faire ça avec la méditation. Oui, ben déjà, premièrement, tu vas voir, pas sûr. Puis deuxièmement, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien, d'ailleurs, ça a une synergie d'action, hein. Il y a des études qui ont montré que quand les gens prenaient le psychédélique et en plus étaient entraînés à la méditation, ça avait plus d'efficacité que s'ils prenaient soit la méditation seule, soit le psychédélique seul. Donc l'un n'empêche pas l'autre, il ne faut pas être exclusif. Mais tout ça pour dire quoi? Eh bien, tu dis que oui, les voies ne sont pas exclusives les unes des autres, qu'on peut faire les autres voies et les psychédéliques sont une des voies. Voilà. Et tu dis aussi que ce n'est pas forcément aussi pour les gens paresseux et que ça serait en quelque sorte la facilité d'atteindre des états modifiés, des états élargis de conscience grâce aux Oui, psychédéliques parce que justement on serait paresseux, on ne voudrait pas voilà. faire Alors, toute la ben, démarche spirituelle, l'ascèse, etc., etc. c'est un peu. Et tu dis bien que ce n'est Oui, pas une facilité parce il faut de toute façon faire un travail préalable, un voilà. travail de connaissance de soi, C'est ça, c'est un ça, travail sur soi. c'est ça. Si tu veux aller dans la Lune, tu es obligé de passer par une fusée. Alors, on va me dire, c'est facile, tu vas donner une fusée. Ah, d'accord, mais tu as vu l'entraînement qu'ils ont, les astronomes, hein, c'est ça, ceux qui, pas les astronautes, L'autre. non, astronautes, oui, parce que c'est les voyageurs. Les astronomes, tu vois un peu la préparation qu'ils ont, physique, mentale, technique, pour ensuite pouvoir seulement. Ah oui, alors là, ça devient un peu plus facile une fois qu'ils sont dans la fusée, ça y est, tout est en place, ça y est, ok, mais il a fallu beaucoup de choses derrière. Et c'est pareil pour les psychédéliques, pour que les psychédéliques puissent vraiment à plein rendement, donner tout leur potentiel d'élévation et d'élargissement, que tu ne sois pas en résistance,
que tu ne fuis pas l'expérience, que tu ne Mmh. fasses pas une expérience difficile ou trop difficile qui t'empêche de grimper dans le niveau de conscience, etc. Il faut un bon entraînement. Les gens, par exemple, il faut qu'ils aient l'habitude de travailler sur l'énergétique, si possible, hein, l'énergétique de leur corps, par des méthodes telles que le yoga, le qigong, etc. Il faut qu'ils aient l'habitude d'états modifiés de conscience sans psychédélique, qu'ils aient déjà fait de l'hypnose, de l'ER, etc., pour voir un peu ce que c'est. Il faut qu'ils aient un peu nettoyé les cadavres émotionnels qu'il y a dans le placard. C'est-à-dire s'il y a eu des traumatismes infantiles, c'est pas terrible de jamais avoir travaillé dessus, puis de commencer avec une séance psychédélique qui, elle, va tout faire remonter, va augmenter la puissance des émotions. Donc, voilà, il faut que ce soit des gens aussi qui aient, si possible, médité, parce que la méditation, pour moi, c'est une capacité, une qualité euh, qui traverse, qui est au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire que c'est une habileté qui sert à tout, qui est utile partout et qui permet de se dégager des boucles parfois infernales, cognitivo-émotionnelles, dans lesquelles tu peux te trouver enfermé, qui permet de prendre la distance, de retrouver la capacité d'observation pure et de ne pas te laisser entraîner dans le tourbillon qu'incluent ces tourments émotionnels qui peuvent se passer. Donc voilà, enfin, je donne quelques indications, mais après, même avec ces qualités-là, il faut que la personne soit préparée par des thérapeutes compétents, qui sont ensuite accompagnés pendant le vol, puis ensuite qu'il y ait un phénomène d'intégration pour pas que tout soit perdu en route, pour pas que ce soit un beau voyage qui serve à rien, et pour que ça s'inscrive ensuite les compréhensions, les insights, les prises de conscience, etc., pour que ça s'inscrive dans une transformation dans la vie quotidienne. Donc c'est un travail. C'est pour ça que Alors, c'est pas tant un truc pour les paresseux que ça, on va c'est dire. ça, c'est ça. Alors, on va revenir un petit peu en arrière pour que ce soit clair pour tout le monde et on va lister les substances dont tu parles en fait. Oui, d'accord. Alors, les substances classiques des années 50-60, c'était surtout le LSD, puis plus ou moins la psilocybine. Maintenant, les gens ont beaucoup évolué et utilisent surtout l'ecstasy pour les troubles post-traumatiques notamment, les champignons à psilocybine pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs notamment, ou pour certaines addictions au tabac, à l'alcool, à la cocaïne, et aussi utilisent des plantes comme l'ayahuasca. Il y a des études maintenant qui montrent que c'est utile dans les dépressions résistantes, Ouais. de la kétamine, pareil, dans les dépressions résistantes ou dans les toxicomanies. En fait, il y a beaucoup, à part l'ecstasy, il y a beaucoup de substances qui sont indiquées dans les différentes dépendances et la dépression. On trouve Alors toujours là, ça. tu mélanges les deux discours, en fait, parce qu'on parlait avant d'éveil spirituel, Oui, de travail oui. spirituel, et là, au passage, en listant les substances, tu donnes leurs indications thérapeutiques, parce que Ah oui, exact. c'est un autre volet, hein. Oui, Le fait que ces substances soignent des pathologies réfractaires au traitement, et notamment les dépressions, les troubles, les addictions, le stress post-traumatique et ces choses-là, ça, c'est nouveau. Moi, j'ai sous les yeux la couverture de Newsweek, hein, qui a été reprise là dans Courrier International de cette semaine, hein. La psilocybine, c'est le nouveau traitement pour la dépression, c'est le mhm, traitement révolutionnaire. C'est le mhm, nouveau Prozac en fait. C'est le nouveau Prozac et c'est pas de la chimie mhm. de synthèse comme Prozac à l'époque. Donc ça fait la couverture de Newsweek, tu dois le savoir. Cette Mhm. semaine, c'est une vraie révolution. Donc sur le plan thérapeutique, c'est la première chose effectivement. Pour plein de pathologies, et tu l'as listé rapidement, il y a une vraie révolution. On est dans des essais cliniques qui arrivent à la En fin cascade. Mhm, des processus et on va avoir sur le marché ces produits-là. Alors, le problème, c'est bien sûr la question des brevets, etc. mhm. Comment est-ce que ces produits peuvent être commercialisés puisque ce sont des substances naturelles, les labos ne peuvent pas avoir de brevet dessus, donc il y en a certains sur lesquels ils modifient la formule chimique pour pouvoir Mhm. le breveter, etc. Donc ça, on peut en parler aussi rapidement, mais en tout cas, il est reconnu effectivement, notamment que la psilocybine est extrêmement efficace dans les pathologies comme la dépression, les Ouais, dépressions au sens large. ouais. Alors, tu vois, paradoxalement, moi qui suis psychiatre quand même, donc médecin et soignant, ça m'intéresse pas trop ça. Ou plus trop. Ah, Non, mais c'est vrai. Parce que si tu veux, c'est déjà gagné, c'est déjà joué. Il va oui, déjà y oui, avoir bah oui, dans des cliniques, triées sur le volet, pour des prix assez exorbitants, pour des patients, pareil, triés sur le volet, des traitements médicamenteux qui vont être présentés comme les médicaments révolutionnaires. On sait que chaque fois qu'on présente des médicaments révolutionnaires, ça dure un temps, oui, et mais en après, couverture de Newsweek, je te coupe, c'est des champignons qu'on voit, hein. oui, 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 oui. C'est pas un comprimé, hein. Non, 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 non. Je dis ça parce qu'en France, on a vachement de retard en fait. Donc là, c'est en train d'arriver dans le monde anglo-saxon. La France va toujours rattraper le carrosse avec du retard. Mais là, on parle bien D'accord. des substances elles-mêmes. Mais si je te dis ça, c'est parce que
Je suspecte que ça sera beaucoup réutilisé par l'industrie pharmaceutique dans un modèle très matérialiste et que le combat est déjà presque joué à ce niveau-là, mais qu'il faut préserver surtout Mmh. un autre volet qui est le développement spirituel pour des personnes saines Mmh. et qui n'auront pas forcément à passer par des médecins pour des prix exorbitants dans des endroits spécialisés pour avoir le droit d'explorer leur conscience, pourvu que ça ne gêne personne et que ça ne fasse pas de mal à la société. Or, ça, c'est en jeu parce qu'il risque d'y avoir une appropriation médicalisée et puis un blocage sur l'autorisation légale d'utilisation personnalisée. Or, on est plus nombreux, enfin normalement un peu plus, à ne pas être malade. Et encore, à quel niveau? Spirituellement, on est tous malades, mais on est plus nombreux à ne pas être malade physiquement ou psychologiquement et à ne pas avoir besoin de traitement que l'inverse. Or, c'est à cette grande partie de la population que je m'intéresse. Moi, je suis pour un peu, tu sais, comme dans le mouvement de la psychologie, il y a eu ce qu'on appelle la psychologie positive. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu, en psychopathologie, de s'intéresser qu'aux états négatifs de la conscience, aux états négatifs dans les émotions, dans les blocages psychologiques, on s'intéressait à qu'est-ce qui favorise la santé mentale. Ah oui, certaines émotions comme la gratitude, la reconnaissance, la bienveillance, la compassion, etc., ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Eh bien, moi, je suis intéressé par la parapsychologie positive ou la psychologie transpersonnelle positive, c'est-à-dire comment on peut utiliser le potentiel de développement personnel et impersonnel surtout, hein, c'est-à-dire ça va au-delà de l'ego et de ces petites adaptations à la société pourrie dans laquelle on est, sans vouloir faire le jeune adolescent qui critique la société. Euh, Comment on peut donc en profiter pour utiliser le potentiel énorme de ces substances pour nous transporter plus proche de notre essence, de notre vrai soi au niveau jungien, de nos liens avec tous ces champs d'information conscients, intelligents, bienveillants et prêts à coopérer, etc., etc. Mmh. Comment ne pas passer à côté? Comment ne pas marchandiser ces substances et en faire uniquement des sources de profit juteuses pour les laboratoires? Mmh. Et ça, c'est pas gagné d'avance, hein. Bien sûr, ouais, ouais, donc effectivement, il faut redire que ton livre là, c'est pas sur l'aspect thérapeutique, Non, bien que tu l'abordes, oui, forcément un voilà. peu en filigrane, c'est plus sur l'aspect effectivement développement personnel, on peut dire développement transpersonnel. Mhm. Découverte de soi et découverte des réalités, au-delà de l'individu, quoi. Voilà. Pour revenir encore un petit peu en arrière, on peut dire quand même quelles sont les fameuses fake news qui ont entouré l'usage de ces produits pour quand même démystifier tout ce qui a pu être mis dans la tête des gens autour de Oui, ça. On a dit que c'était dangereux, que c'était, addictif, que c'était, vas-y, rappelle-nous un petit peu les oui. fake news. On a dit que c'était dangereux pour l'individu, pour la société. Or, en fait, les études épidémiologiques montrent exactement le contraire. Et les épidémiologues sont très étonnés. Ils me disent, mais ça, c'est contre-intuitif, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui ont consommé des psychédéliques dans les années, par exemple, dans les années précédant une étude épidémiologique, ils ont eu moins de risques de suicide, moins de délinquance et moins de dépendance aux opiacés que les gens qui n'ont jamais consommé. Donc, même les épidémiologues vont dire, mais ça a presque un effet protecteur d'avoir consommé dans sa vie des psychédéliques. Et moi, il y a des fois, je dis à la plaisanterie, je dis, les psychédéliques ne sont pas dangereux, ou alors ils sont dangereux pour ceux qui n'en ont jamais pris, quoi. Voilà. Ils sont Mais dangereux parce qu'ils sont interdits, en fait, aussi, hein. oui aussi, et puis en même temps, il y a même des gens, il y a des études à l'appui qui montrent que les psychédéliques rendent les gens avec une conscience écologique plus grande, une conscience dans la solidarité humaine, dans les rapports économiques ou sociaux, etc., etc. Donc le monde a besoin des psychédéliques pour aller mieux, pour sortir du modèle capitaliste concurrentiel, compétitif, rendement, productivité, PIB, etc., pour entrer dans un monde où le cœur, les relations, les connexions avec la nature ou avec les autres sont plus importantes. Le véritable or ne réside pas dans le pétrole, mais dans le cœur, quoi. Et Ils ont été interdits justement pour ça, pour leur aspect oui, subversif, alors c'est complètement, libérateur. voilà, C'est c'est ça qui ça, est hein, dans complètement. les années 60-70, avec tous les mouvements sociaux qu'il y avait, notamment aux Mais États-Unis, et nous on a eu mai 68, en fait, ces produits-là ont été désignés comme étant diaboliques parce que, justement, ils libéraient les esprits, quoi. Et les mecs avaient plus envie d'aller se battre pour tout l'oncle à fait. Sam, parce que ils avaient une conscience universelle de fraternité et une conscience écologique, etc. Et c'était pas bon pour le modèle américain de Tout à fait, l'époque, tout à quoi. fait, tout à fait. Et il y a même une étude, une célèbre étude du professeur Nutt, NUDT de Londres, qui avait montré que les psychédéliques étaient moins dangereux pour soi, pour la société, que l'alcool, la cigarette, les benzodiazépines, c'est les tranquillisants,
et un certain nombre de substances qui pourtant sont légales. Et le type qui était normalement dans une agence gouvernementale s'est fait virer parce qu'il a dit à la télé, quand le speaker lui demandait, mais professeur Neutre, vous dites donc que le LSD est moins dangereux que l'alcool? Lui, naïvement, il a dit oui, c'est moins dangereux que l'alcool, enfin dans les études, hein, après. Et le mec s'est fait virer de l'agence gouvernementale, donc il a monté une boîte privée qui a répliqué les mêmes résultats, puis qui aurait été appliquée dans différents laboratoires dans le monde entier. Donc c'est une donnée sûre et forte. Donc premièrement, fake news, ils ne sont pas dangereux. Bien sûr, pris en respectant certaines règles. Sinon, si tu me dis est-ce qu'une voiture est dangereuse, je te dirais non en général. Mhm. C'est utile. Mais effectivement, si tu me dis le type, il roule avec les yeux bandés, bourré à 110 à l'heure dans un sens interdit en centre-ville, oui, c'est dangereux, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas dangereux quand c'est bien utilisé. Deuxièmement, la deuxième fake news, c'était que c'était inutile. Et là, les études que tu as et que j'ai citées sur la dépression, les addictions, bref, montrent que c'est utile, que ce sont des bons médicaments. En tout cas, il semble, hein, vraiment. Alors, moi, je te dis, je me méfie des bons médicaments parce que dans ma carrière de psychiatre, j'ai vu beaucoup de médicaments arriver qui étaient très prometteurs. Tout le monde s'enthousiasmait. Il y avait l'effet placebo de la découverte du nouveau. Les soignants étaient enthousiastes, les patients pleins d'espoir. Donc, ça augmentait beaucoup l'efficacité des traitements. Puis, au bout d'une dizaine d'années, bah, ils retombaient à oui, bah, c'est comme les autres, quoi. Donc, et puis surtout, si je me méfie des études faites en clinique par des équipes de recherche. Pourquoi? Parce que souvent, les résultats, consciemment ou inconsciemment, mais c'est souvent inconsciemment, Mhm. sont un peu biaisés. On a tendance à surnoter, à sous-évaluer certaines choses, à aller dans le sens de la recherche qui doit montrer des résultats pour que ce soit subventionné par la prochaine fondation, etc. C'est pas volontaire, c'est pas, je dis pas que ce sont des menteurs et des tricheurs, les chercheurs, mais il y a quand même un petit biais quand même. Euh, et, euh, et moi, qui ai suivi des patients déprimés, dans des endroits où c'était permis, pas en France, qui leur ai donné des champignons ou du LSD, je peux te dire que c'était pas à tous les coups l'on gagne. Bon, je suis pas le meilleur soignant du monde, mais je suis pas non plus le pire. Donc, je pense être représentatif d'un accompagnant qui était à peu près formé dans différentes méthodes transpersonnelles et qui a l'habitude des psychédéliques et tout. Donc, voilà. Et je t'assure que ce n'est pas 80-90% de résultats extraordinaires, etc. Je suis assez méfiant parce que si moi, je ne trouve pas ces résultats, c'est soit alors je suis vraiment nul, donc je me retire, là, il faut que j'arrête d'en parler, de le faire, soit prudence, je veux dire. Donc, voilà. Donc, alors, ils sont quand même efficaces. Bon, il n'y a pas à dire quand même les études montrent qu'ils sont efficaces. Troisième chose, on disait qu'ils étaient Addictif, source d'addiction. Or, en addictogène. fait, pratiquement tous, mais on peut dire tous, sans se tromper, justement, ils permettent de lutter contre les addictions. Parce que les champs de conscience, Contre les autres addictions. contre les addictions, c'est-à-dire contre le vide de l'âme, contre la Ouais. personne qui est dans une grande solitude interne ou externe et qui a besoin de se remplir de quelque chose, de se reconnecter à quelque chose de plus fort que son vide intérieur. Et justement, les psychédéliques permettent de se reconnecter à quelque chose de bénéfique, qui sont les champs de conscience, et non pas des choses qui sont toxiques, alourdissantes, qui n'ont pas d'intelligence, comme les produits ou la nourriture ou certains jeux ou certaines répétitions de comportement. Bref, donc, On est dans ce paradoxe, excuse-moi de te couper, oui, vas-y. où effectivement des psychédéliques aujourd'hui peuvent soigner les addictions aux opiacés, aux médicaments Oui, opiacés, amphétamine, cocaïne, qui ont été mis sur le marché comme des substances miracles pour lutter contre la douleur notamment, et tout à fait. qui ont créé une épidémie d'addiction et même des décès par surdose Oui, dans des proportions énormes aux oui, États-Unis, hein. Ça a été oui, un oui, problème de santé publique colossal. tout Et à fait. aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que ces médicaments, puisqu'ils sont commercialisés dans des petites boîtes avec des comprimés, sont bons, alors que les psychédéliques sont des drogues. Là, il y a eu vraiment un retournement complet de la réalité, quoi. Ah Et oui, il y a eu on est en train d'en ouais, sortir très, ouais, ouais, très lentement, ouais, ouais. finalement. Il y a eu un lavage de cerveau à grande échelle. Il y a eu un cynisme politique incroyable. Et que pour ça, quand on dit qu'il ne faut pas être complotiste, moi je suis désolé. Les complots, c'est tout le temps. Les hommes politiques, enfin ceux qui ont le pouvoir et qui veulent maintenir des inégalités, ils sont obligés de faire des complots pour, pour garder leur place. Enfin bref, on passe là-dessus. Et Ah quatrième oui, enfin, chose, en tout cas, le marketing, tous les intérêts oui, commerciaux, etc., oui, passent par des manipulations. Je veux dire, oui, oui. on le sait que l'industrie pharmaceutique a des intérêts financiers énormes et qui sont prêts à jouer avec la réalité des faits. Alors, en tant que citoyen, il faut qu'on intervienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger, justement, si on reste là-dedans, dans l'industrie pharmaceutique, c'est que, justement, ce sont des médicaments qui ne se prennent qu'une, deux ou quelques fois seulement. Donc, si on les vendait au prix coûtant de fabrication avec une petite marge pour gagner sa vie, Mmh. euh, ça rapporterait rien parce qu'un médicament
habituellement dans l'industrie pharmaceutique, il faut le prendre tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs mois, plusieurs années, quand c'est des psychotropes notamment. Euh, alors que là, on va vous dire, mais vous ne pouvez pas gagner votre vie. Alors comment ils se rattrapent, les laboratoires? Mais ils se rattrapent en déjà, comme c'est des produits qui sont en général hors brevet, puisqu'ils existent depuis 20, 30 ans, ils s'arrangent pour faire un produit dérivé, qui n'est pas plus efficace, hein, parfois même moins efficace, genre l'eskétamine pour la kétamine. Mais comme c'est nouveau, ils peuvent le breveter. Comme ils peuvent le breveter, ils peuvent fixer le prix eux-mêmes, un peu un monopole, pendant un certain nombre d'années, 20 ans par exemple, ou 30 ans, je ne sais plus. Et ils le vendent, mais 10 à 100 fois plus cher. Donc ça va, ils s'y retrouvent. Mais qui est-ce qui ne s'y retrouve pas? Ben, c'est le consommateur. Parce que de la kétamine en flacon, ça va coûter 10 euros un flacon. Ça fait 10 doses, par exemple, on va dire. Eux, une dose, ils vont le vendre 1000 euros ou 10 000 à 10 000 euros, quoi, avec le package thérapeutique qui va avec, c'est-à-dire quelques heures, même pas de thérapie. Donc, qui c'est qui va payer? Ben, c'est les citoyens. Soit ça va être réservé à une élite de gens qui pourront se le permettre, soit la sécurité sociale va finir par se dire, bah oui, quand même si c'est cher, quand même, en quelques séances, ça guérit des choses qui doivent être... Bon. Donc, qui c'est qui va payer? Ça va être nous, avec notre argent public, alors qu'il devrait y avoir vraiment un mouvement citoyen qui dit, non, on veut garder la main sur ces produits qui maintenant sont hors brevet. On veut qu'il y ait une pharmacie générale ou un organisme national qui distribue ces médicaments et qui les distribue à prix peu, pas coûtant, mais presque. Et là, ça serait fantastique, mais ça ne va pas être le cas. Bref, donc le troisième factus, c'était que c'était addictogène, alors que c'est l'inverse. Le quatrième factus, c'est que la meilleure politique pour protéger tout le monde, pour dormir tranquille les deux oreilles, c'était de les interdire et de pénaliser l'utilisation, croyant que ça va aller ralentir les gens et qu'ils n'allaient plus en prendre et que tout allait bien se passer. Parce que les gens, on sait, ils sont bien obéissants. Quand on leur interdit des choses qui sont utiles pour eux, ils disent non. Ils disent oui, pardon. Ils disent oui, on va vous obéir. Eh bien, évidemment que non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà en underground, il y a des tas de thérapeutes qui ont continué à faire des thérapies, mais à leurs risques et périls et dans une ambiance qui n'est pas tellement agréable ni reposante. Deuxièmement, il y a une mafia qui s'est faite pour vendre des produits encore là plus chers, puisque c'est plus. Et troisièmement, il y a eu surtout des dangers parce que les produits n'étaient plus purs, ils étaient mélangés à d'autres, ou même il n'y en avait même pas du produit, et les gens ne connaissaient pas les doses. Donc c'est indispensable de connaître la dose. Si on vous dit prenez de l'aspirine et qu'on vous dit il y a entre 1 et 10 grammes dans le comprimé, ben, je vous conseille de tomber sur le comprimé de 1 gramme parce que celui de 10 grammes, il va vous faire du mal, hein. L'estomac, vous allez le voir, il y aura peut-être même un ulcère. Et on ne sait pas. Donc c'est terrible. Cette politique de prohibition n'a jamais fonctionné. Pour aucun Et, produit, en fait. aucun produit, l'alcool, le shit, tout ce que vous voulez, tout ce que tu veux. Le cannabis, oui, c'est pareil. Le cannabis n'étant pas un psychédélique, il Mais faut le bien rappeler. sûr, bien sûr. Mais a fait proliférer une mafia, fait que les gens n'avaient même pas, les médecins pouvaient même pas se former à l'accompagnement, puisque c'était interdit. Il n'y avait même pas de politique de prévention primaire, du genre que dans les festivals ou les technivals où il y avait de la vente d'ecstasy à gogo, de l'SD, il n'y avait même pas au départ d'antenne possible de gens qui disent voilà, pour ceux qui ont pris, venez nous voir si vous avez un problème parce qu'on va vous aider. Mais non, ils ne sont pas censés en prendre. Donc c'était complètement contre-productif. Voilà pour les 4 fake news. Maintenant, je te laisse me dire. Oui, oui. Donc, est-ce que tu penses que justement, il y a une espèce de cheval de Troie avec cet usage thérapeutique aujourd'hui reconnu par des études cliniques? Est-ce que tu penses que ça va permettre justement de libérer l'usage de ces produits-là, sachant que certains, non seulement ne sont plus sous brevet, mais certains n'ont jamais été brevetés parce que ce sont des substances naturelles depuis la nuit des temps. Tout à fait. Je veux dire, donc, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir y avoir une organisation de thérapeutes pour proposer dans des cliniques spécialisées un accompagnement avec ces produits-là? Parce qu'on va ensuite parler de la nécessité de l'accompagnement. Mais est-ce que tu crois que c'est possible que justement ces produits-là échappent au circuit de la santé publique française, de l'industrie pharmaceutique, etc.? Moi, je pense que de toute façon, quoi qu'on en dise, Parce que quoi que les gens... c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein. Il y a certains endroits où on peut consommer des psychédéliques. C'est comme le cannabis, ils ont Oui, levé oui, l'interdiction, hein. oui, tout à fait. Dans Oui, certaines oui. grandes villes, dans certains États même, je Ah, bien crois. sûr, il y a des cliniques à kétamine depuis plusieurs années qui font des protocoles d'ailleurs très élaborés avec cette substance-là et très intéressants. Euh, Bien sûr, il y a des protocoles compassionnels qui permettent d'utiliser certains produits pour les gens qui sont proches de la mort et qui sont en détresse à cause de ça. Enfin bref, mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir contenir les psychédéliques. C'est illusoire de croire qu'on va pouvoir arrêter le flot de la conscience. C'est illusoire, comme si vous vouliez arrêter une vague avec vos mains, quoi. Vous allez tout arrêter à tout tube, mais ça va aller de partout. Les psychédéliques, moi, je me rappelle enfin, je me rappelle, je n'étais pas, j'étais pas né à cette époque-là, mais quand on dit Freud, quand il a fui l'Autriche et qu'il est allé aux États-Unis, sur le bateau qu'il menait aux États-Unis, il a dit ils ne savent pas que je leur amène la peste.
Mmh. Et il parlait de la psychanalyse qui allait complètement dynamiter l'édifice psychologique aux États-Unis, qui allait complètement, enfin, changer complètement les choses, quoi. Et ben, les psychédéliques, ils ont beau dire, oh ben, on va être bien obéissant, parce qu'il y a, tu sais, il y a des sociétés psychédéliques hein, en France ou autres qui militent pour le retour des psychédéliques. Alors, il faut être surtout pas trop dans la parapsychologie, le transpersonnel et le chamanisme. Ouh là là, Spiritualité. vilain, vilain Timothy Leary, tu vas nous faire gâcher nos trucs. Il faut surtout qu'on se plie aux médecins, qu'on soit bien gentil avec eux, qu'on leur dise que c'est eux les chefs, c'est eux qui vont construire et qu'on va juste faire des études bien calibrées avec des échelles de mesure. Alors, ce que je veux dire, c'est que non, ils rêvent. Il va y avoir une phase, oui, comme aux États-Unis. Et puis, ça va être dans 2, 3 ans aux États-Unis, ça va être légal, prescription sur ordonnance, dans certains cadres, hein, bien précis. Ça va certainement aussi arriver à peut-être 5 ans, 10 ans de retard en France, mais c'est très illusoire de croire que ça va s'arrêter là. Quand les gens vont reprendre contact avec les psychédéliques, et cette fois-ci, ils seront bien mieux informés que dans les années 50-60, parce qu'il y a toutes ces émissions qu'on peut faire par Internet, qu'on ne peut pas faire dans les années 50-60, avec la télé, peut-être une chaîne ou deux, c'est tout. Là maintenant, les gens, ils ont l'information. Il y a les livres qui sont écrits, ils ne peuvent plus revenir en arrière en disant, mais non, finalement, non, 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 non. Chut, oh, non, non, on se trompait, c'est addictogène, c'est inutile, c'est dangereux, et non, 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 il faut les interdire. On ne peut plus, on peut plus. Donc, ça va fuiter. Les gens, même dans les études cliniques, quand ils vont dire, waouh, comme disent les gens, ils disent, ça fait partie des 5 meilleures expériences spirituelles ou des 5 expériences les plus significatives de ma vie, puis qu'ils vont raconter à leurs amis, ah, tu sais quoi, je me suis fait traiter dans la dépression clinique, mais j'ai vécu un truc. Ah, c'est incroyable. Mon esprit a volé l'éclat, j'étais dans la lumière, dans l'amour, j'ai compris tout à la fois. Ah là là, ma vie a complètement changé. Tu crois que les gens vont dire, ah ben super, on est content pour toi. Bon, ben, nous, on n'est pas malade, donc on ne va pas l'utiliser, hein, c'est normal, il faut être gentil parce que c'est ce que dit l'État. Non, les gens vont vouloir en consommer, ça va de nouveau fuiter. Ah, c'est ce Et qui moi, s'est passé, c'est ce qui s'est passé au moment du confinement, hein. Tu sais, toi et oui, moi, on a été oui, interviewés par quelqu'un qui n'est pas de notre génération et qui disait, chez les jeunes, il y a eu un engouement énorme parce que c'était une manière de fuir aussi, quelque part, cette espèce d'enfermement, hein. oui, Pas forcément fuir la oui. réalité Non, non, non. directement, mais en tout cas fuir cette coercition qui était imposée. Et chez les jeunes, il y a eu un regain d'utilisation des psychédéliques qui était assez colossal, hein. Et ça reste bien sûr lié à des marchés noirs, hein. On me pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir accès à des psychédéliques aujourd'hui? Ça reste aujourd'hui illégal, ça reste du marché noir. Ah ben, bien Donc, sûr. alors en France, après tu donneras peut-être quelques indications pour le faire de manière légale, mais aujourd'hui en France, ça reste interdit de toute façon. Oui, tout à fait. Et ce que je voulais dire pour terminer par rapport à ça, que Donc ça allait. les jeunes ont été vers ça déjà. Les nouvelles Oui, générations c'est vont pour ça vers qu'il faut, c'est ce pour ça qu'il faut, mouvement-là. c'est pour ça qu'il faut devancer. Il ne faut pas se contenter de suivre comme des bons toutous fidèles les Américains et les Anglais qui font ces études et Mm. puis de parler que de ça et dire voilà, on aura peut-être des cliniques. Il faut directement vouloir, demander, espérer, réfléchir au niveau citoyen, au niveau de la demande qu'on peut avoir vis-à-vis du pouvoir politique, à des centres spirituels, c'est-à-dire des centres où des gens qui ne sont pas malades peuvent aller expérimenter dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des accompagnants formés, avec peut-être même un bagage spirituel, pourquoi pas, hein, si c'est dans le cas, et suivi, c'est-à-dire pas une seule prise, mais une prise peut-être répétée sur le long cours, comme on fait plusieurs séances de méditation, on n'en fait pas qu'une, mais ça pourrait être des séances espacées. Mais il faut déjà prévoir des conditions, comme si on le voulait, déjà que ça soit fait, des conditions légales et bonnes pour la pratique spirituelle des psychédéliques. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Le futur se joue là, il ne se joue pas dans les indications cliniques, c'est en train de se faire, ça, c'est une question d'années, donc c'est bon. Ouais, alors le problème, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut former, justement, tu dis les accompagnants. Oui, Qui va les former, à part quelques pionniers comme toi? Voilà, il va falloir que ça se fasse très progressivement. Pour que les gens soient formés, il faut qu'on reconnaisse que c'est une véritable médecine et que c'est un véritable outil de développement personnel, transpersonnel. Et donc, c'est qu'à partir de cette reconnaissance-là qu'il peut y avoir des formations, des oui, instituts de formation, des séances de tout formation. à fait. Alors, on peut faire des modules dans la formation continue, que ce soit pour les psychiatres, psychologues ou peu importe qui, des modules qui présentent les psychédéliques, leurs potentialités, etc., l'avenir possible, les habiletés à développer. On ne peut pas, effectivement, sauf c'est fait dans 2 centres américains, hein, Ouais, attends, Institut de Californie, je ne sais plus si c'est San Francisco, mais c'est San Francisco, et puis à New York, et puis le MAPS, l'association MAPS, ils ont ouais, des programmes maintenant de formation pour des thérapeutes, en attendant que ça soit légal. Ils le présentent bien comme ça et ils ouais, disent, c'est pour vous préparer, il faudra une vague de thérapeutes pour absorber le choc parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Et je ouais. t'assure qu'en ce moment, chaque jour, je ne te mens pas, hein, chaque jour, à cause des livres que j'écris, à cause des vidéos que je fais, chaque jour, il y a des gens qui me demandent, qui me disent, j'ai vu ces études,
j'ai vu que ça pouvait être super utile là, moi j'ai ça, et j'ai tout essayé, etc. Ou bien d'autres qui veulent juste un potentiel spirituel. Aujourd'hui, tu as, par exemple, j'ai quelqu'un qui me disait, voilà, moi ça fait 30 ans que je fais du soufisme, 30 ans, j'ai jamais réussi, malgré toute ma pratique régulière, volontaire, à avoir un grand état élargi de conscience comme il est décrit dans le soufisme. Et j'aimerais avoir une substance qui, au moins une fois, Mmh. me fasse goûter. Elle me disait, la personne me disait, c'est comme si je vous disais l'odeur des roses de Damas. Je ne peux pas vous l'expliquer si vous ne l'avez jamais senti. Et moi, tout ce qu'on m'explique et que je comprends, mais que je ne l'ai jamais senti, j'aimerais bien le sentir au moins une fois. Quoi. Ça serait une sorte de grande inspiration pour continuer ma pratique. Quoi. Tu vois, il y a des gens comme On ça. peut Et peut-être puis, dire on et peut puis peut-être d'autres dire qu'il gens, y a excuse-moi, moyen puis d'aller d'autres en gens. J'ai eu une vas-y. autre personne aujourd'hui qui m'a demandé encore autre chose, mais là, c'était le versant plus psychothérapeutique. Elle me dit, je sens que j'ai des verrous qui n'ont pas sauté en moi. J'ai essayé plein de thérapies, ça n'a jamais marché. J'ai lu le livre de Stéphane Alix, justement, où il parle d'une séance d'ecstasy, puis d'une séance de champignons, et ça lui a permis de prendre conscience de l'abus dont il était victime, etc. Et je veux ça. Enfin, j'ai des tas de demandes comme ça. Et bien sûr, vu l'état de la situation en France, je ne peux pas dire, ah oui, bien sûr, bah venez, tenez, prenons rendez-vous, je vais vous donner du LSD, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un gâchis. Alors, il y a des moyens d'aller à l'étranger, mais C'est ça, tu le fais pas 36 000 fois, je veux dire, c'est ce que tu je vois, voulais dire. Il y a certains pays d'Europe où c'est possible. voilà. Les Pays-Bas, Oui, Pays-Bas, tu peux avoir à certains endroits en Por Belgique, certains endroits en Suisse, au Portugal, et Portugal. comme ça, voilà, tout à fait. En Espagne aussi, quelque part, dans certains endroits. Mais c'est quand même, comment dirais-je, c'est comme un beau gâchis parce que moi, en ce moment, je ne ferais plus que ça si jamais j'étais, tu vois, si c'était légal. Ce serait vraiment quelque chose que j'adore faire, j'adore Mmh. accompagner, surtout on accompagne en couple, etc. C'est très riche, à chaque fois c'est nouveau, c'est merveilleux, on touche le cœur et l'âme des gens, ils vont loin parce que sur 10 heures, tu as le temps de faire une thérapie, une méga thérapie, tu bats le fer pendant qu'il est chaud, pendant que les défenses sont assouplies, pendant que c'est fluide, il n'y a plus de peur, par exemple, ou il y a beaucoup moins de peur, donc les gens peuvent vraiment aller loin dans ce que j'appellerais des Je expériences relationnelles correctrices ou émotionnelles correctrices. ah, Enfin bref, c'est même plus du travail, c'est du plaisir à ce niveau-là. j'espère que oui, tu auras le temps d'être un formateur pour ces nouveaux thérapeutes, quoi, avant d'arrêter complètement ta carrière. Alors, je commence un peu, je vais commencer Avance. peut-être par le Québec, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté au Québec et qui a contacté l'Ordre des psychologues du Québec et qui pourrait certifier un module de post-formation pour les psychologues du Québec, donc ça serait un point de départ. Et on a commencé à mettre au point un module qui serait par distanciel, hein, c'est-à-dire que moi j'interviendrai en France et la plupart du temps les gens seraient des Québécois, mais pourquoi pas des Français? Parce que Ouais. c'est un module qui sera un module préparatoire aux grandes formations de la MAPS ou du centre de San Mmh. Francisco, c'est-à-dire de donner des bases, tu vois, sans prétention. Déjà pour que les gens ils soient plus sous nos fake news, ils voient un peu où ils doivent aller dans leur développement personnel et transpersonnel pour pouvoir accompagner. Donc ça commence. J'ai même pas provoqué, c'est quelqu'un qui est venu me chercher. Et ça passera sûrement par le Québec parce qu'en France, c'est trop tôt ou ça sera verrouillé par une ou deux Oui, oui, bah, la associations qui France, on voudront. sera toujours les derniers dans ce genre de truc de toute Voilà. façon. Pourquoi est-ce que l'accompagnement est si important? Pourquoi est-ce que le psychothérapeute, c'est un peu le chaman justement d'aujourd'hui? Et parle-nous du set and setting, notamment ce genre de choses. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas non plus faire n'importe quoi tout seul, sans être accompagné? Bah, si tu veux, c'est un peu comme la haute montagne, hein, si je prends une métaphore. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas habitué à la haute montagne et qui veut quand même profiter de la beauté, de l'air pur, etc., il va prendre un guide. Le guide, il a l'avantage de connaître la cartographie. Il sait à peu près à travers quels obstacles va traverser son client Ouais. et il peut évaluer si son client est capable ou non, s'il a la préparation ou non pour faire ce trajet. Ensuite, il va faire en sorte que la personne ne se perde pas, ne prenne pas un mauvais sentier, et puis ensuite tourne en boucle et le soir, ne soit toujours pas revenu au chalet, tu vois, ça sera embêtant. Et il va savoir dire, tiens, regardez là, ça c'est telle fleur et tout, elle apparaît à la machin, parce qu'il y a des bouquetins qui font ceci, regardez là-bas, vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire, il va permettre de voir des choses que la personne, prise dans ses ruminations, ses habitudes, ou ne va pas voir, ne va pas connaître. Et puis surtout, si la personne se tord une cheville ou tombe, ou il va avoir une radio pour appeler, pour faire quelque chose, enfin, ou alors lui-même, il va faire les soins de premier secours, etc. Mhm. etc. C'est-à-dire qu'un guide, c'est indispensable, un guide qui a déjà connu les états élargis de conscience sans psychique, mais aussi avec psychédélique, qui a l'habitude de la psychologie transpersonnelle et du chamanisme, donc pour accompagner l'expérience, pour la moduler, la canaliser. C'est pas lui qui l'a créé, le guide, mais il aide comme
à guider le fleuve de la conscience Ouais, pour que, l'image est très bonne, hein. Après, le guide est aussi capable de dire si on est capable voilà, tout à fait. de faire la randonnée ou pas, parce que c'est quand même déconseillé à des gens qui ont des antécédents de psychose ou ce genre de choses, Voilà, tout à fait. hein. Ou alors, il va faire des randonnées préparatoires. Il va dire, écoutez, Voilà. c'est trop pour vous, mais je connais un petit sentier qui est sympa, etc. Et c'est ce que font un peu certaines personnes quand ils préparent les patients avec de l'ecstasy ou de la MDMA, en disant c'est une substance qui est plus facile, ça va construire la relation thérapeutique, ça va augmenter la confiance, les gens auront moins peur de lâcher prise, ils auront déjà travaillé un peu sur leur traumatisme de base, et après, on pourra passer à une autre substance. Il y a aussi des gens qui travaillent comme ça, progressivement, par étapes, Mhm. pour tenir compte de la spécificité de chaque personne. Qu'est-ce qu'on appelle alors le set and setting? Alors, oui, moi, je dirais en français, parce que pourquoi tu redisais moi en français? Il y a le dispositif et la disposition. D'accord. La disposition, c'est l'état mental, l'état émotionnel, les attentes, les espoirs, les craintes, les désirs, les motivations, les intentions que peut avoir la personne avant la séance. Dans quel état elle arrive? Qu'est-ce qui l'a marqué ces temps-ci? Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle a comme, comment, trauma, etc., ou vulnérabilité qu'il va falloir surveiller de plus près pendant la séance. Mhm. Donc ça, c'est la disposition de la personne, disposition mentale, émotionnelle. Puis il y a le dispositif, c'est-à-dire le cadre matériel et relationnel. Le cadre relationnel, c'est l'accompagnement thérapeutique, et le cadre matériel, c'est est-ce que ça se fait dans un endroit naturel, dans un endroit vraiment douillet, avec des belles fleurs, des beaux encens, de la belle musique, enfin la musique appropriée, pardon, Mhm. euh, avec des éléments naturels, avec des objets qui sont des objets de contemplation ou émotionnels, etc. Et pas où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de pollution non plus visuelle, etc. Donc plutôt à la campagne, pas en pleine ville, dans un appartement. Quand on fait un soin, c'est comme limite, alors que si moi, bon, bref, là, quand je travaille là-dessus, disons que j'ai un endroit approprié qui est beau et intéressant. Ouais. Et, euh, Alors, et donc, ouais, ça, c'est le dispositif. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la matrice. On ouais. le dit jamais, mais c'est le troisième élément. C'est le corps social. Comment le corps social valorise ou dévalorise ce genre d'expérience. Comment, quand la personne va rentrer chez elle, on va lui dire: «Oh, c'est super, t'as pris du LSD, oh, génial, oh, ça devait être bien, raconte, oh, t'as vraiment de la chance, moi j'attends comme toi, mais viens, on va en parler, comme on parle de nos rêves, tu sais, dans certaines tribus, etc., parce que ça va parler à tout le monde. Tu étais Mhm. venu en éclaireur, mais je suis sûr que ça va servir à tous les membres de la famille, ce que tu as vécu. Tu vois la différence entre ça, puis entre: oh, mais t'es malade, t'as pris du LSD, mais t'es pas. Mais c'est pas possible, ça bouffe le cerveau, ça. Mais tu vas devenir fou, tu vas te jeter par la fenêtre. Quel est le con qui t'a dit de prendre ça? Oh, celui-là, le médecin, machin, je t'assure que je vais le cartonner près de l'ordre des médecins. C'est pas tout à fait la même chose, hein, la Mhm. matrice. Mhm. Euh, Comment ça va accueillir, aider au développement ou pas, ou rendre l'autre parano. J'ai peut-être fait une erreur, oh là là, Ouais, ouais, je ouais, peux pas en bien sûr. parler, je peux pas en parler parce que si j'en parle, ils vont pas comprendre. Mhm. Donc, je peux pas profiter pour échanger, pour donner l'information. Tu vois, c'est toute la différence, la matrice. Et c'est vrai Alors, qu'on a une société qui est peu matricielle à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a une phobie des états élargis de la conscience qui sont pris comme des phénomènes pathologiques, alors que dans absolument. d'autres peuples dits premiers ou plus spirituels, c'est au contraire recherché, valorisé, souhaité. Enfin, Absolument, ça fait même partie de l'activité quotidienne, hein. oui. Je voudrais qu'on parle de ce à quoi on peut s'attendre en faisant ces expériences. Et je vais montrer ce schéma, ce premier schéma, dans lequel tu distingues donc les trois niveaux que tu Enfin, subdivises. les six niveaux Six répartis niveaux, hein, en trois groupes. trois niveaux subdivisés chacun en deux. Et puis, tu as fait la version 3D aussi du tourbillon de la conscience. Oui, Je voudrais que tu nous parles un peu de ça, parce que là, c'est donc le modèle de la conscience auquel tu arrives, à partir de toutes ces réflexions, et c'est ce que les psychédéliques permettent de vivre, quoi, de traverser. oui, Donc voilà, tout simplement, le niveau 1, c'est le niveau de l'inconscient personnel. D'un seul coup, on arrive à explorer cette dimension-là, mais ensuite on passe au niveau 1 prime, et ensuite on est au niveau 2 prime, etc. ouais. Vas-y. Puis à la fin, on est au niveau des primes. À la Ouais, je fin, peux au pas. niveau des primes, à la fin, on est au niveau divin, bien entendu, Bien ça va, sûr, c'est des ça va primes, c'est des divins. Voilà. des primes. Tu veux que j'explique le modèle? Tu veux que je fasse quoi? Dis-nous les échelles, les Oui, strates. alors je vais vous les dire en gros parce que même dans le livre, c'est le chapitre le plus important au niveau volume. Et puis ça demanderait plein de subtilité parce que c'est pareil, tout ce qui est en strat, comme tu l'as très bien dit au début dans l'introduction, c'est un modèle, ce sont des directions, c'est des occurrences plus probables, plus fréquentes, mais c'est pas absolu. On peut très bien parler de partir du niveau 1, peut arriver au niveau 3 prime, ça fait 6 si tu veux, puis redescendre au niveau 2 prime. Il y a plein d'exemples comme ça et c'est très intéressant d'ailleurs dans le processus. Mais
en règle générale, il y a une logique. Ce modèle, il est fait pour trois raisons. Il est fait pour rassurer les gens en les préparant. Parce qu'il y a une cartographie du sentier. Avant d'aller dans la montagne, le guide il dit, regarde, on va passer par tel col, on va faire tel dénivelé, etc. C'est que Ça aussi. notre conscience ordinaire, elle est tout en bas du tourbillon à la base, hein. Voilà, tout à fait. Elle est en bas, dans le petit cône. J'expliquerai ça après, hein, parce que là, je suis en train d'expliquer la. C'est la petite conscience, hein. Ouais, ouais, je suis en train d'expliquer le modèle, voilà, le deuxième On modèle. part de là, on part de là. Donc, ça sert à explorer aussi l'intérêt de chacun, parce que dans les études, ils vont que dans le niveau 3 primes. Ils disent, ah ben voilà, quand il y a eu fusion avec l'univers, eh ben alors ça fait une expérience spirituelle et du coup, les gens ont de meilleurs résultats. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'intermédiaires. C'est pas étudié dans les études, Mm. d'essayer de corréler les résultats avec si on est passé par telle et telle étape, et qu'est-ce qu'on y a fait, etc. Donc, ça aussi, ça affine, ça pourrait affiner la recherche d'avoir des étapes plus différenciées de conscience. Puis ça permet de comprendre la logique qui est à l'œuvre lors de l'élargissement progressif de la conscience. Donc un peu le modèle de Castrup, qui est la figure 3 que tu as montré, le tourbillon, mais ça j'y reviens. Oui, Donc oui. alors, le premier Alors, niveau, premier niveau, c'est de la conscience ordinaire. alors les deux premiers niveaux, 1 et 1 prime. Alors imaginez-vous des cercles concentriques, hein, vous avez vu sur la figure, au centre, il y a l'état le plus rétréci de conscience, hein, si on met une croix au milieu, c'est l'état vraiment le plus rétréci. Puis plus on s'éloigne du centre, plus on rentre dans des cercles de plus en plus larges, plus on élargit notre conscience et plus on va dans des états intéressants pour la spiritualité ou pour le développement personnel, etc. Bref, au centre, il y a le 1, c'est-à-dire le monde ordinaire, notre corps, notre monde extérieur ordinaire. Et quand même, quand on quitte la croix du centre et qu'on commence à élargir, sans quitter le 1, mais en allant vers l'imprime petit à petit, le monde extérieur devient plus vivant, vibrant, radiant, les couleurs changent, et les énergies changent, notre perception du corps change, la taille, la forme, le poids. On redécouvre les choses comme si c'était d'un œil neuf, comme un nourrisson pour redécouvrir la nouveauté du monde extérieur. Donc il y a déjà une petite transformation, même dans le monde matériel, dans le niveau 1, quand on s'approche des bords du niveau 1. Ensuite, quand on va dans le niveau 1 prime, là on touche l'inconscient personnel. Alors, ce n'est pas de l'inconscient, c'est de la conscience voilée. C'est-à-dire, c'est comme les étoiles. La journée, vous ne les voyez pas. Pour autant, elles existent toujours, elles n'ont pas disparu. C'est juste que la lumière du soleil les voile. Et là, le niveau 1 voilait le niveau 1 prime. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est-à-dire un ensemble de structures émotionnelles et cognitives, attire la conscience dans son. C'est la pointe, on montrera tout à l'heure, du tourbillon, attire la conscience et elle a fait se refléter à l'infini dans des jeux de miroirs, des réflexions sur les réflexions, des réflexions sur les réflexions, des images d'images d'images, des sensations de sensations, etc. Et ce qui fait que la conscience devient petite avec un petit c, et elle perd les qualités de la conscience avec un grand C. Et bref, toujours est-il Passe au que. niveau Donc, 2. Passe au voilà, niveau 2. dans leur niveau appris, c'est le niveau de la conscience personnelle, on peut dire. Inconscient personnel. Le niveau 2, c'est on commence à sortir des barrières de la temporelle et spatiale. C'est le côté parapsychologique. C'est que là, on n'est plus seulement dans du personnel personnel, mais on peut atteindre par la télépathie, et ça a été démontré en laboratoire, on peut avoir des activités télépathiques, de psychokinèse, d'action sur matière, on peut avoir vision en distance. Enfin, on s'affranchit déjà des contraintes du temps et de l'espace. Ça, c'est C'est des la choses conscience qu'on non peut vivre locale. sous psychédélique, hein, C'est des cette choses conscience. qui sont décrites régulièrement sous psychédélique, bien entendu, mais qui ne nécessitent pas encore d'être dans des états transpersonnels ou mystiques. Après, justement, donc ça c'est le niveau 2, le parapsychologique, on va dire. Et le niveau des primes, c'est le transpersonnel. C'est-à-dire que là, on va directement, soit c'est le 2 prime A dans des mondes visibles, mais dans leur contrepartie universelle, les grands mythes, les grands événements historiques, la phylogénèse de l'espèce humaine, les grands symboles. L'inconscient collectif de Jung, Voilà, l'inconscient les collectif de Jung. archétypes. Voilà, tout ça. Voilà, exactement tout ça. Transpersonnel. Ça, c'est le niveau 2 prime. Après, on peut passer au niveau 3, où Mm. là, on est en présence de ce que certains appellent Dieu, mais on est encore différencié de ce Dieu. On est encore face à un créateur. On est encore en dialogue Mm. ou en émerveillement face à cette puissance créatrice qui semble se manifester à nous, dont on sent qu'elle est aussi un peu en nous déjà, mais on est encore différencié. C'est ce qu'on a, et on lui donne des adjectifs de qualification, ce qu'on appelle l'approche cataphatique. D'ailleurs, dans le livre, page 89, il y a une erreur, une coquille, qui dit le 3' c'est apophatique, et le 3, Oui, oui. enfin, le 3 c'est apophatique, et le 3' aussi, mais c'est erreur. Le C'est t'as 3, écrit deux fois le c'est même mot, ouais. cataphatique, voilà. Voilà. Et le 4, le 3', c'est. Alors, je vais dire ce que c'est. Cataphatique, Oui, c'est-à-dire qu'on donne des. Dieu apparaît encore comme quelque chose de séparé, même si ça l'est très peu. On lui donne des qualités, on le nomme, on le décrit on le et on le définit. sent, on le définit. Alors que si on arrive au niveau 3', là, on fusionne complètement, il n'y a plus que le je. Il y a un seul je et on se rend compte que ce je,
c'est la membrane qui tapisse l'univers. C'est le phénomène de base, c'est l'ascenseur qui relie tous les niveaux conscients, enfin, infiniment petit ou infiniment grand, visible ou invisible. C'est la même substance, comme dirait Spinoza, qui, ayant déployé dans la dualité, dans la multiplicité, ces deux modes qui sont la pensée et la matière ou l'étendue, mais c'est la même conscience de départ qui est à l'origine de tout, qui, par ces petites oscillations, ces auto-excitations dans la membrane, peuvent créer momentanément des petites particularités, des petites géodes, qui elles-mêmes peuvent, du coup, attirer encore plus la conscience et s'individualiser. Et là, on crée le fameux tourbillon qu'on va voir. Et là, dans le Alors, tourbillon, donc, c'est attends, ce capté. niveau-là, Oui, niveau 3', il correspond à la tradition apophatique, effectivement, voilà. où on ne C'est-à-dire peut que, pas dire ce qu'est Dieu, non, on peut juste dire ce qu'il n'est pas. Hein, et on exactement, retrouve ça aussi bien dans le judaïsme que dans tout à d'autres fait. traditions. On ne peut pas définir ce qu'est Dieu parce qu'il est un absolu, inconnaissable, Voilà. ineffable, indicible, etc. Et on est dans l'esprit de Dieu et on est l'esprit de Dieu. Et de la fois, quand on est dans cet état-là. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu sens comment fonctionne l'univers et que tu es l'univers aussi. Et que Alors que la tout bonne est. nouvelle, c'est que nous sommes déjà cela, n'est-ce Oui, tout pas? à fait. Comme nous le dit l'hindouisme depuis toujours, Oui, Tatvamasi. nous sommes cela. Oui, et Atman et Brahman. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a, Donc il y a plus une petite conscience ça, c'est la bonne individuelle. nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Nous le Voilà. sommes par nature, mais disons qu'en temps normal, on s'en rend On ne pas le sent compte. pas. On le sent pas parce qu'on est obnubilé par l'ego qui prend la commande des opérations mentales, émotionnelles et tout, qui attire la conscience et qui, du coup, voile les autres accès. Si on regarde le tourbillon, c'est comme s'il y avait un voile et que petit à petit, on lève le voile. Et quand on vend le voile, on a accès à ce qui était toujours là et ce qui était toujours relié, mais qu'on ne daignait pas, dont on ne daignait pas faire l'objet de notre attention. Donc, on ne s'y mettait pas dedans, donc on ne le sentait pas. C'est tout bête, hein. Si je me retourne là, par exemple, ouais, je ne veux pas le faire, mais admettons que je me tourne, je te vois plus. Est-ce que pour autant tu n'existes plus? Est-ce que pour autant tu n'es plus conscient puisque je te vois plus? Ben non, bien sûr que non. Et c'est tout le problème, c'est que dès que je me retourne de nouveau, je te vois, tu existes toujours. Et d'ailleurs, on voit par exemple, quand il y a des voyages, quand les psychonautes font des voyages avec les psychédéliques, par exemple, dans ce deux primes, dans le monde transpersonnel, qui est aussi celui des mondes qui est le monde des mondes parallèles et des esprits, avec un petit, hein, des esprits qui sont différents des nôtres. Et ben, ils s'aperçoivent que OK, ils vont dans ces mondes-là, ils rencontrent des esprits qui ont l'air aussi autonomes que nous, aussi indépendants de nous, c'est-à-dire, c'est pas nous qui les créons, qui sont aussi étonnés d'ailleurs souvent de nous voir, parce qu'on est, on est dans une forme vibratoire différente que nous, on serait étonné de voir des fantômes ou des esprits, ils sont aussi étonnés. Et quand on repart et qu'on revient une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois après, ils ont continué leur boulot, ils ont continué leur vie comme de rien n'était. Et c'est fou, parce que ça montre tellement la différence, l'autonomie de ces mondes-là, ce qu'on appelle la valeur ontologique. La réalité ontologique, ils existent en tant qu'essence. C'est pas nous qui les créons parce qu'on est conditionné culturellement, socialement, et puis qu'on a des hallucinations, il y a des décharges erratiques, les neurones. Je sais pas comment ils feraient ça devant les neurones, parce qu'ils sont très forts, hein. Mais donc, pourquoi je te parle de ça? L'indépendance de ces mondes-là, oui, Oui, elle a été montrée par des Benny Shannon, des Rick Strassman tout ou à ces fait. gens-là, quoi, avec des expériences aussi très, très sérieuses. Hein. Mm. On voit des aliens, on rencontre des elfes, on rencontre tout un tas d'êtres plus ou moins folkloriques, mythologiques, qui ont finalement une existence propre dans ces niveaux alternatifs de conscience, quoi, en quelque sorte. Totalement. Et souvent, on essayait, alors j'ai tout un chapitre sur les états modifiés, sur les expériences de mort imminente, hein, parce que les matérialistes essayent d'attaquer les expériences de mort imminente comme ils essayent d'attaquer Ouais. les expériences psychédéliques sous l'angle de bah, c'est lié aux neurones et c'est tout. Et la preuve, ils disent, quand on donne de la DMT à des gens, ils vivent la même chose que les expériences de mort imminente. Alors, ils se basent là-dessus sur une échelle qui est l'échelle de Grayson, qui effectivement est employée à la base pour les expériences de mort imminente, mais qui en fait est juste une échelle de conscience élargie. En fait, elle peut s'appliquer à n'importe quel état de conscience élargie. Donc, quand la DMT injectée crée soi-disant des NDE, non, elle crée un état élargi de conscience, mais elle ne crée pas une NDE parce qu'il y a Ouais. plusieurs choses qui sont différentes. Ouais. Dans la NDE, par exemple, tu as des sorties du corps assez fréquentes, un tiers des cas, alors que et puis qui sont totales. Tu vois tout Mhm. ton corps et tu es complètement détaché de lui. Alors qu'avec les expériences, avec la kétamine, l'iboga, enfin certaines substances qui peuvent faire des NDE-like, enfin des expériences de mort Ouais. imminente-like, mais qui n'en sont pas, c'est beaucoup moins fréquent les sorties du corps et c'est partiel en général. De plus, les rencontres sont différentes. Dans les expériences de mort imminente, tu rencontres des défunts de ta famille ou des gens que tu as connus souvent. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Avec la DMT, par exemple, tu rencontres des insectoïdes, genre des mantes religieuses, des aliens, des elfes, des fées, je ne sais plus trop quoi encore, enfin, des clowns. Ah oui, c'est marrant ça, des clowns qui apparaissent souvent. Et
Donc, ce n'est pas du tout ce que vivent les expériences de mort imminente. Autre chose, dans les expériences de mort imminente, tu as vraiment un moment où on te dit, si tu vas plus loin, tu ne reviendras pas. Ce qui n'est Ouais. absolument pas le cas avec la DMT. Mais tout ça, ils effacent les particularités, ils prennent des échelles très larges et du voyez, c'est la même chose. Et moi, dans le livre, je dis, mais oui, c'est comme si on prenait une échelle des mammifères. Alors, effectivement, à 4 membres, bon, à 2 yeux, enfin bref, 2 oreilles, etc. Ah, donc est un chien. Bah oui, parce que les chiens, ils sont comme nous, ils ont quatre membres, donc la preuve est faite qu'on est des chiens, on répond aux mêmes critères de l'échelle de mammifères que. Non, c'est pas sérieux, si tu veux, c'est pas sérieux du tout. Oui, c'est un Mais moyen pour eux de dire ça se passe dans le cerveau eh ben parce que voilà, voilà, on sait qu'il y a un puisqu'on peu de DMT dans le cerveau, donc c'est voilà, peut-être la DMT qui produit voilà. l'expérience, donc ça se passe dans le cerveau. Voilà. Alors qu'ils ne réfléchissent pas une seconde que, notamment dans les expériences de mort imminente, le cerveau n'a plus d'échange électrochimique quand il y a l'électroencéphalogramme qui me plaît. Donc, même s'il y avait de la DMT pourrait plus agir. Elle Alors la agirait plus DMT, sur on les peut synapses. dire ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est Oui, la diméthyltryptamine, donc tout à c'est fait. notamment le principe actif de l'ayahuasca, Tout à fait. le fameux breuvage amérindien utilisé par les Indiens d'Amérique du Sud, au Brésil, Amazonie essentiellement, qui est le résultat d'un mélange, hein, mais le principe actif psychédélique, c'est la DMT. Et on trouve la DMT sous différentes formes dans d'autres produits, dans d'autres substances, Partout. notamment le On la trouve bufo, partout et dans on la la trouve nature. finalement partout dans la nature. Dans les plantes, dans les animaux, Mais à c'est des pas le dérives. principe actif des champignons Si. psilocybe, par exemple, Ah si? non, alors, Non, hein. si, attends. Ce sont des tryptamines. La C'est la DMT même famille. Même oui, famille. a une structure chimique très commune. Ça varie à peu d'atomes, à peu de positions d'atomes, C'est avec la ça. psilocybine, avec le LSD. C'est ce qu'on appelle les tryptamines. Avec la D'accord. 5-MeO-DMT, justement, qui est dans la bave dans les glandes à venin du crapaud, Bufo machin, je ne sais plus trop comment ils appellent Bufo quelque chose. Bufo Euh, alvarius, ouais. oui, voilà, Bufo avarius, voilà, du désert de Sonora au Mexique. Ça, c'est un Et crapaud, ouais. voilà, et on a ça dans beaucoup, beaucoup de plantes et dans beaucoup d'animaux. C'est très, très répandu la DMT. On dirait que, entre guillemets, la conscience a déposé ça pour se faciliter le travail de communication avec elle-même, quoi. Et on dit même que, tu sais, il y a des histoires qui disent que Moïse, le buisson ardent, en fait, c'était de l'acacia, et dans l'acacia, il y a de la DMT, et qu'il a Hmm. reçu ses commandements sous drogue, entre guillemets. J'aime pas, sous Ah, puis, psychédélique. il y a beaucoup de théories qui disent que les religions viennent des expériences de toute façon Alors, bien sûr, transpersonnelles, des états élargis de bien conscience. sûr. Et les grands cultes à mystère grecs, Éleusis, Samothrace, Dionysos, Ouais. Cybèle, etc., etc., euh, sont, sont pas suspectés. Pour certains d'entre eux, notamment à coup sûr pour Éleusis, il y avait un équivalent du LSD. C'était un ergot, non pas de seigle comme le LSD, mais un ergot de l'orge. Et ils avaient des procédés d'extraction hydraulique qu'ils savaient faire à l'époque pour créer du LSD et en faire profiter les gens dans leur école d'initiation à mystère. Et très probablement les autres aussi écoles faisaient ça. Et c'était des écoles justement qui initiaient les gens à la vie et à la mort, au secret de la vie et de la mort, ou comment naviguer dans la mort et comment y revenir, comment renaître. Donc c'était vraiment quelque chose qui donnait du pouvoir aux gens à travers la spiritualité. Ce n'était pas des dogmes, ça Mhm. passait par l'expérience personnelle et c'était ouvert à tout le monde. Ce n'était pas une élite de prêtres. La plupart des grands sites, ils sont ouverts aux hommes comme aux femmes, aux esclaves comme aux Hmm. hommes libres. Souvent, le seul critère d'exclusion, mais il y a quelques exceptions, mais c'est en général celui. Quelques critères d'exclusion, c'est notamment lorsque la personne avait assassiné une autre personne. Pas les guerriers. Les guerriers à la guerre, c'est normal de tuer, enfin pour les Grecs en tout cas, mais quand vous avez tué votre voisin pour une question comme ça, vous ne pouviez plus faire les cultes à mystère. Mais tu vois, le culte à mystère, ça pourrait être une structure initiatrice qui pourrait être reprise dans ces fameux centres de développement impersonnel Ouais, où on complètement. pourrait mélanger les épreuves mythologiques, les épiphanies, les grandes cérémonies mystico-chamaniques hybrides. Enfin, il y aurait de quoi faire de la recherche spirituelle de haut niveau. Il y aurait de quoi, un peu comme à la NASA, ils font venir des spécialistes de la chaleur, des composantes Mhm. électroniques, machin. On ferait venir des spécialistes des anthropologues, des sociologues, des théoriciens des religions, etc. Puis on élaborerait une fusée qui nous emmènerait très loin dans la conscience. Mais ça, Alors, apparemment, ça n'intéresse pas, hein. ouais, on peut parler aussi des plantes de sorcières qu'il y avait chez nous, hein. Oui, bien sûr. Les solanacées, la Voilà, jusquiame, mandragore, belladone, voilà, etc. tout à fait. Mais qui, L'atropine, qui sont c'était les des. seuls à être dangereuses, qui sont Alors, pratiquement les seuls voilà, psychédéliques à pouvoir tuer quelqu'un. c'est pas Moi, la même famille, c'est pas la même famille voilà, de molécules, de principes actifs, ça la peut arrêter le bromure. cœur, ça peut arrêter le cœur, faire avoir Il y un avait la coma. sauge aussi, la sauge divinatoire chez Alors, les c'est autre chose. druides.
Là, c'est Voilà, tout à encore fait. autre chose. Mais tout Tout à ça, c'est fait. des plantes qui étaient utilisées chez nous, je veux dire. Voilà, mais dans le livre, justement, je parle de mon expérience. Ma première expérience psychédélique, paradoxalement, moi qui dis faites attention et tout, c'était à 19 ans. C'était parce qu'il y avait des copains qui disaient, oh ben, avec la datura, stramonium, l'herbe au diable, on peut faire des trucs. J'ai dit, ah, c'est quoi? Donc, je raconte en 10 secondes. Donc, comme j'étais déjà étudiant en médecine, j'ai demandé à un interne de faire une ordonnance parce que on m'a dit, non, tu peux la trouver, la datura, tu sais dans quoi? Dans les cigarettes Le Gras, ça n'existe plus, donc je peux le dire. Les cigarettes pour asthmatiques, ça dilate les bronches. Ah, super. Et alors, je me suis fait, tu fais ça dans l'eau chaude, tu fais une décoction, et puis après, tu bois ça, tu vois, ça va faire. Ah ben, c'est sûr, ça m'a fait, mais j'aurais pu en mourir. Parce que moi, Ouais. j'avais aucune idée des doses. Et les doses T'étais peuvent tout te seul, et tuer. t'étais tout seul. Tu nous as Il pas était fait tout seul. l'expérience Alors, interdite avec tes potes qui te font le alors, massage j'ai déliré cardiaque derrière. complètement avec sur des vampires, des fantômes toute la nuit. J'ai pris un vélo qui n'existait pas. Puis j'ai fait des syncopes dans le bus en vouloir revenir à la résidence universitaire, donc j'ai terminé à l'hôpital. Pendant qu'il faisait un électrocardiogramme, je lisais un livre qui n'existait pas. Enfin, il m'arrivait plein de choses. Mais je faisais vraiment des syncopes parce que j'avais plus de tension artérielle et c'était limite, si tu veux. Donc, bref, ça, ce sont là les solanacées, nos herbes sorcières. Elles étaient fortes et à mon avis, il y en a qui ont dû déguster parce que on peut pas faire n'importe quoi. La dose, tu vois, par exemple, une dose de LSD, même tu prends 100 fois une dose de LSD, ça arrive à quelqu'un, ça ne l'a pas tué. Tu prends, tu peux prendre 10 fois la dose d'ayahuasca, ça ne va pas te tuer, ça va te rendre malade, ça ne va pas te tuer. Il faut prendre à peu près 50 fois pour mourir, quoi, avec. Donc 50 fois l'ayahuasca, tu peux toujours y arriver. Tiens. Prendre 1,5 litre d'ayahuasca, je vous défie quiconque au monde pouvait y arriver. Déjà prendre 3 centilitres, allez-y. Mais bon, donc effectivement, il y avait nos connaissances. Et pour moi, si tu veux, le LSD a à peu près repris a repris, comment je dis, c'est la substance chamanique de nos contrées. Ça a repris le flambeau. C'est fait en Europe par un Suisse et c'est polyvalent et c'est à la portée de tout le monde. Alors attention, portée de tout le monde, c'est interdit en France. Je veux dire, dans des centres à l'étranger qui feraient ça de façon convenable, Ouais. etc., Et ça peut être à la portée de tout le monde. d'ailleurs, on ne donne pas de dosage. Je ne réponds pas aux Non, questions qui demandent les dosages. voilà, Allez sur le dark web. Si vous voilà. voulez des informations, vous allez trouver. C'est Voilà, bon. c'est pas fait pour inciter à la consommation, pas du On tout. peut Non, pas se permettre d'être incitatif et de non. vous dire c'est telle dose, c'est tel endroit pour en Oui, consommer. oui, oui, oui. Non, non, moi je suis enthousiaste, mais je suis enthousiaste sur les principes. Hein. Je suis enthousiaste en anticipant ce qui sera possible, je l'espère, et en tout cas pour que vous-même, citoyen, vous fassiez, je ne sais pas, pression ou vous amenez à connaissance des hommes politiques ou des décisionnaires, ou en tout cas ceux qui ont une image déformée, leur dire c'est pas ça. Ça peut vraiment rendre un grand service à l'humanité. L'humanité en a urgemment besoin de ce changement de mentalité. Et les psychédéliques sont des puissants changeurs de mentalité, enfin des puissants commutateurs de conscience, vraiment. Ouais. Euh, C'est pour ça que ta troisième partie s'intitule L'ouverture spirituelle de l'humanité. Tout à fait. Ouais, ouais. Alors, tu peux parler un peu des freins, puisque tu as un chapitre consacré à ça, les freins à l'utilisation des psychédéliques. Mhm. Euh, on en a parlé déjà un petit peu. Oui, le retard français, ton espoir, quoi. Justement, tu dis que tu es optimiste. Comment contrer ces pouvoirs en place qui, justement, vont vouloir récupérer ça? Si tant est qu'il y a une forme de libéralisation qui se fait, ça sera récupéré par l'industrie, Mhm. par Alors, le. si tu veux, par- je suis pas Vas-y. optimiste du fait des recherches, du fait des efforts humains, du fait de tout ce qu'on publie ou pas. Je suis pas optimiste du tout, là, parce que c'est comme pour la société, ceux qui sont au pouvoir font tout pour le garder. C'est souvent les psychopathes qui sont au-dessus et qui ont le pouvoir, et ils ont les usages légitimes de la force et ils en serviront jusqu'au bout. Non, non, moi je suis optimiste sur le pouvoir de la conscience, qui sait s'infiltrer partout. Un peu, l'image qui me vient, c'est une petite, tu sais, tu as un autoroute du bitume, et puis tu as une petite faille dans le bitume, puis tu as une petite plante qui arrive à pousser, tu sais. Mmh. La vie qui est toujours là, qui cherche toujours à triompher, qui cherche que le développement, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui est puissante, qu'on ne peut pas contrer à tous les moments, tout le temps. Je pense qu'il va se passer des événements dont on n'a pas encore idée, qui vont créer des phénomènes en chaîne, ou tu sais, le battement d'aile de papillon qui fait un tremblement de terre à l'autre bout du monde, des phénomènes non linéaires, des phénomènes stochastiques ou chaotiques, et que les psychédéliques vont favoriser ça. Un peu comme, tu sais, les états de conscience augmentés favorisent l'utilisation des tarots, des oracles, Mmh. tu sais, pour des phénomènes, des supports aléatoires. Hein. Et ben, je pense que des synchronicités, etc. Donc, je pense que ce qui va se passer, plus les gens vont en prendre, plus la substance elle-même va émettre
ses propres programmes, ses propres ondes, comme un esprit, comme s'il y avait un esprit qui se développe comme ça dans un monde parallèle ou invisible Mmh. et qui va nous guider, qui va nous aider. Vraiment, c'est le seul espoir que j'ai parce que si tu me demandes les espoirs de l'humanité, tu vas me dire, bah si, regarde, la conscience augmente, tatati, il y a plein de gens. Ouais, ils augmentent parce qu'on est dans un petit réseau bien fermé. Ici, à Vertical Project, tout le monde est d'accord. Je pense que la plupart des gens sont d'accord. Il y a une vie après la mort, peut-être patata, il n'y a pas besoin de vous en parler. Enfin, ouais, mais tu vas dans la rue, tu vas dans mon village, tu vas où les gens ils sont préoccupés par la survie, par le prix du Mmh. gaz qui augmente, par, je sais pas moi, les vaccins qu'on nous impose, ou qui sont en train de faire la guerre à ceux qui ne veulent pas de vaccin. Enfin bref, il y a des tas de phénomènes qui sont en plus déclenchés par ce pouvoir, la peur, la méfiance, la division, etc., qui fait qu'on n'est pas prêt. Alors, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Je sais qu'on crée la réalité, tatati, tatata, que si je commence comme ça, je vais créer une réalité négative, je m'en rends plein la tête. Mais Non, non, mais je quand comprends même, bien ce que tu veux dire. Je suis bien sûr, je suis bien sûr d'accord avec toi. Et si je peux me permettre de d'accord, donner mon petit grain de sel, bien sûr. je pense qu'on va vers des modes de vie multiples, pluriels, quoi, et y compris des modes de vie alternatifs, tu Mhm, vois, et contestataires, dans des mhm, éco-villages, dans des écolieux, dans des endroits où les gens vont vouloir se sortir du système ultra mhm. connecté, ultra sécurisé, ultra surveillé. Je ne sais pas si tu as lu les Furtifs de Oui, Alain Damasio. Damasio. Ah, c'est génial, c'est Franchement, génial. c'est génial parce que ça Ah, décrit ça. c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le Ah, conseille vraiment. lisez-le, Bah, c'est un chef-d'œuvre. c'est un C'est chef-d'œuvre. extraterrestre. C'est, C'est de l'anticipation qui se passe dans 20 ans, hein. Ça se passe dans 20 ans. Et ça décrit ça, quoi. D'un côté, ah une ouais, société ultra connectée, ah ultra ouais, ouais. surveillée, et de l'autre, des gens qui vivent avec leurs propres règles, en étant à moitié dans le système, à moitié en dehors. Et moi, je pense qu'on va vers ça, sans que ça passe nécessairement par la guerre, par le conflit armé. Ah Il y ouais. a de plus en plus de gens qui veulent retourner vivre près de la nature, qui veulent vivre dans la forêt ou à la campagne, etc., et qui vont créer des lieux autosuffisants, en s'appuyant sur l'agroforesterie, la Ouais, permaculture, etc., etc. Tout ouais, ça, ouais. c'est en train de se mettre en place. Et les psychédéliques, effectivement, vont contribuer à ça, parce que ça conduit bien sûr à un éveil de conscience, éveil spirituel. Il y a une question de Zlata. Croyez-vous que les substances psychédéliques contribuent à éveiller une personne Ah spirituellement? bah oui. Autrement dit, acquiert-on ainsi le courage, le discernement, la lucidité, la sagesse, la joie, l'amour? Bon, Oui, je te laisse oui, répondre. oui. Ce sont des belles qualités qui vont bien ensemble, qui sont déclenchées par la conscience, par la prise de conscience ou par la Et on ne conscience les qui rentre. acquiert que parce qu'on les a déjà en nous. Ah bah bien sûr, bien sûr, la conscience peut parler qu'avec la conscience, hein. D'ailleurs, Qu'elle a une... psychédélique, ça veut dire révéler l'âme, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Alors, moi, je dirais, tout ce que tu dis, je le pense aussi, mais je rajoute un petit bémol, c'est si les petits cochons ne nous ont pas mangé avant, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire, si les contre-pouvoirs n'ont pas flairé le piège pour eux de toutes ces communautés locales et qui deviennent indépendantes, résilientes, qui proposent une autre philosophie de vie, moins dans le consumérisme, qui proposent des réseaux horizontaux de pouvoir et non pas verticaux, pas une pyramide où celui qui est au-dessus, il prend tout, puis les autres, ils ont les miettes, quoi. Tout ça, je ne sais pas s'ils nous laisseront faire, hein. Après, peut-être que c'est moi qui délire, hein. Je suis très mauvais prédicteur dans ce domaine-là. Je parle peut-être de mes craintes personnelles et pas du tout de ce qui va se passer. Mais tant mieux. Moi, je souhaite qu'une chose de tout mon cœur, c'est ce que tu dis, tout ce qu'on vous a découvrir. Damasio, mais il est génial ce type. Damasio, il faut le lire comme si vous lisiez Guimand, hein. C'est-à-dire qu'au départ, si vous cherchez à tout comprendre, si vous cherchez à aller au-delà de la poésie pour avoir un esprit critique, vous n'allez rien piger. Moi, ça m'a fait un bon exercice, Damasio. J'étais obligé de Ouais, lâcher prise et moi de me aussi, laisser pénétrer par ses néologismes, sa c'est ça. créativité, sa folie exubérante. Mais où il va chercher ça? Mais C'est où? ça, C'est un il y a vraiment une extraterrestre, ce montée, mec. il y a vraiment une montée en puissance. Il faut se faire un peu violence Ouais, pour passer le début qui peut être un peu complexe, un peu technique, un peu, mais franchement, ça vaut le coup. c'est Et en tout génial. cas, c'est très crédible comme description Ouais, de notre futur proche, quoi. ouais, C'est ouais, ouais, vraiment ouais, crédible et ouais. en même temps, c'est aussi plein d'espoir, quoi, Ouais, clairement. ouais, ouais. C'est comme Guimand, c'est un extraterrestre à sa façon, dans son domaine. Ah bah, je pense qu'ils sont très proches l'un de l'autre Ah intellectuellement, ben, c'est sûr, mais il voilà. n'y en a pas beaucoup des comme ça, hein, je veux te dire, hein. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre.
pratiquement absolu, ce livre-là, Les Furtifs. Je Ah vois ouais, pas bah, comment on peut, je vois pas comment on peut faire mieux. Enfin, je veux dire, ouais, franchement, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Mais ouais. voilà, tout ça pour dire que oui, moi, je crois à cette humanité plurielle. Et d'ailleurs, tu sais que je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Native, dans laquelle on parle des peuples autochtones de la Oui. planète, des peuples premiers, qui sont des peuples aussi du présent et du futur, qui ne sont pas des peuples du passé. Et ces communautés autochtones qui vivent sur la planète, elles sont au nombre d'à peu près de 5000. Ils vivent avec leur propre mode de vie. Certains ont évolué au contact de la modernité, utilisent les technologies, les smartphones, etc., tout en gardant des modes de vie traditionnels, notamment en ce qui concerne la préservation de la biodiversité, etc. Et ils sont 476 millions sur la planète. C'est quand même, ça fait quand même du monde, quoi, tu vois, dans 90 pays. Oui, Donc, oui. donc, il va y avoir de ces modes de vie ultra modernes, ultra connectés dans les villes, etc., les mégalopoles. Et puis, à côté de ça, on aura des modes de vie complètement traditionnels et des choses intermédiaires, modernes. J'étais avec un chaman du Gabon là, ces jours derniers, avec qui on a fait des conférences à Toulouse, à Perpignan. Il nous parle de modernité. Il est lui, représentant du culte du Bwiti, donc il consomme l'iboga, c'est un Voilà, gardien ouais. de la forêt, c'est un maître Bwiti qui fait les cérémonies à l'iboga, et je peux te dire qu'il a eu un discours complètement audible par des gens, y compris des gens à la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan, tu vois. Donc, il y a une écoute, il y a une ouverture chez plein de gens, y compris dans le monde de l'entreprise. Après, c'est vrai que ça se joue à l'échelle individuelle, hein. C'est à chacun de dire, OK, qu'est-ce que je fais moi pour moi, pour les miens, pour ma famille? Quel avenir je vois? Et oui, ça va passer peut-être par des frictions, mais nécessairement, la vie du futur sera plurielle, quoi. Il y aura plein de modes de vie qui vont cohabiter. On ne peut pas nous imposer une seule façon de penser, une seule façon de vivre en ayant des bracelets électroniques ou des colliers. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Tout à fait. J'en profite pour te dire bravo pour ta vue native qui est superbe, hein, vraiment. Merci, merci. Bah écoute, puisqu'on en est à profiter, je profite aussi pour dire qu'on sera le 4 décembre à Bruxelles pour un colloque organisé par Être Plus, où donc il y aura des interventions en vidéo et d'autres interventions en présentiel, mais on est tous les deux au programme en tout cas de ce beau colloque sur l'invisible. Hein, si vous passez dans le coin à Bruxelles, ça sera une belle journée. Il y aura Philippe Guillemant, Romain Leterrier aussi, voilà, José Leroy de mémoire. Donc, on peut prendre quelques questions. Si vous voulez encore poser quelques questions, on peut prendre encore un petit peu de temps. Euh, je n'ai pas répondu à toutes les questions qui passaient parce qu'on y répondait en fait au fur et à mesure, hein. C'est vrai que quelqu'un nous dit qu'elle a dû décrocher parce qu'elle se lève tôt, mais qu'elle était, elle, encore dans cette croyance par rapport à la dangerosité des psychédéliques. D'accord. C'est-à-dire que ce discours officiel, il est encore extrêmement présent, hein, dans l'esprit de beaucoup de gens, hein. Tout à Moi fait. aussi, moi aussi, j'ai eu ces réactions-là quand j'en parlais. On me disait, bah, si c'est pour tomber dans une autre addiction, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Mais je dis non, justement, il n'y a pas d'addiction, quoi. Et beaucoup de gens continuent à croire ça. La journée du 4 décembre sera-t-elle diffusée? Je ne sais pas. C'est Être Plus qui organise. Allez voir sur colloque Être Plus. Vous aurez les infos. Mais en tout cas, si on organise cette journée, c'est pour que les gens y viennent, hein. Je crois pas que ça sera diffusé ou alors en différé. Dommage de ne pas pouvoir tester ces substances en toute sécurité avec des professionnels. C'est en train de venir, c'est en train de se faire, il faut se renseigner. Il y a des choses qui se font à l'étranger. Il y a un organisme qui s'appelle Inner Mastery, je le dis, qui organise des sessions au Portugal, aux Pays-Bas, qui est très sérieux. Il faut aller chercher un peu sur Internet, il y a des choses qui se font. Voilà. Moi, je sais que si, quand des gens me demandent, je peux faire des séances Skype pour voir avec eux si les motivations, les intentions sont là, sont présentes, si c'est indiqué pour eux, quels sont les risques, etc. J'ai le droit de faire de la préparation sans substance, on va dire, pour orienter les gens, pour leur donner des pistes. Et puis surtout, oui, vérifier que c'est bien la bonne chose pour eux, parce que c'est pas forcé, hein. Je veux dire, c'est pas non plus la panacée, hein. Rien n'est une panacée, hein. Il n'y a rien qui guérisse tout le monde de toutes les maladies pour l'éternité. C'est ça, hein, déjà. C'est pour ça, c'est aussi une question de. Il y a un effet de mode, un effet d'engouement. Il faut Ouais. comme rester lucide en se disant, bah oui, mais d'accord, mais ils nous disent. Parce que moi, j'ai plein de demandes, hein, je te disais, hein, au début, hein, des gens qui me disent, là là, mais j'ai l'impression que les pauvres, toute la misère du monde vient en attendant la guérison absolue. Et c'est pas si simple. Donc, moi, je sais que je fais des Skype pour ça, pour répondre un peu aux gens, pour les orienter dans ce labyrinthe un peu encore, parce que les informations de qualité, il y en a maintenant, mais Ouais.
il y en a aussi de pas bonnes. Mmh. Et voilà quoi. Je peux parler par expérience. Je réponds à une question. Est-ce que vous avez le nom de plusieurs centres de recherche qui étudient les effets des psychédéliques? Ce travail-là, on l'a fait dans la révolution psychédélique, hein. Oui, Le livre, l'éveil psychédélique, on l'a dit, c'est autre chose. Olivier, là, il est au-delà de l'aspect thérapeutique dans ce livre-là, hein. Donc, renseignez-vous auprès de, enfin, essayez de feuilleter, même sur Internet, vous pouvez trouver des extraits de la révolution psychédélique. Il y a des tas de centres qui étudient les effets des psychédéliques dans le monde, notamment les universités à Londres, aux États-Unis, oui, voilà, il y en a la France. John Hopkins à Baltimore, John Hopkins. il y a la, comment, celle de Carl Harris, là, flûte alors, Moi, à c'est pareil, Londres, ça m'échappe, il y en a tellement que ouais, bon, dans la révolution à psychédélique, New York, on a 30 pages de notes ouais. qu'avec des références d'articles scientifiques. Donc les articles scientifiques, ils sont faciles à trouver, hein. Honnêtement, là, quand on est intéressé par le sujet, c'est facile, c'est très facile à trouver. Il y a des tas et des tas d'articles. Il y a aussi quand même, on peut le dire, quelques recherches en France. Tu les avais cités, tu les as en tête, les centres où on étudie les psychédéliques en France? Oh, il y en a très peu, hein. Il y en avait à l'époque du professeur Delay dans les années 60, mais après, il y a Saint-Antoine à Paris, À où Saint-Antoine, voilà. ils essayent de faire des champignons maintenant. Et puis, il y a quelques cliniques qui utilisent, je ne sais plus à quel, je crois que c'est à la Salpêtrière, où ils utilisent l'eskétamine, donc en intranasal, mais à dose subpsychédélique, donc moins puissante, pour les dépressions résistantes. D'accord. Mais ça va se développer. Il y avait un sponsor, tu sais, les gens qui ont de l'argent puis qui font des fondations, qui m'avaient contacté un Suisse pour mettre de l'argent en France pour favoriser la recherche. Donc, il m'a payé justement une petite campagne de publicité pour le livre. C'est pour ça que de temps en temps, vous êtes embêté par des publications venant de moi, mais qui sont aidées par une nana qui est spécialisée là-dedans, parce que c'est pas du tout ma D'accord. personnalité de faire ça, quoi. Et il va donner de l'argent pour un protocole, je pense, où ils vont faire peut-être une étude intéressante qui sera une combinaison de la MDMA, ecstasy avec les champignons. Ce qui n'est pas bête du tout, et ce qui serait original, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que des études de substances seules, Ouais. alors seules à différentes doses, seules contre placebo, actif ou inactif. Mais il n'y a pas encore d'études qui fassent combinaison de substances par rapport à la substance seule, par exemple. Ouais. Mmh. Ça c'est intéressant, tu vois, c'était une vraie question, parce qu'il y a plein de possibilités créatives de Ouais, combinaison. ouais. Mmh. Et chacun pourrait faire son assemblage. Si vous lisez l'anglais, que vous pouvez lire Bernardo Kastrup, hein, ce fameux génial philosophe ingénieur en intelligence artificielle que m'a fait découvrir Jocelyn, je lui remercie pour toute la vie. Il a écrit un livre qui s'appelle More than Allegory, plus qu'une allégorie. Et dans ce livre, il décrit quelque chose qui est une expérience qui a été financée par des groupes de gens qui voulaient aller plus loin dans la conscience, mais qui avaient réussi dans la vie, qui avaient beaucoup d'argent. On ne sait pas si c'est un conte ou si c'est la réalité, mais la façon dont ils le présentent, c'est la réalité. Mmh. Et où ils ont mélangé de la stimulation magnétique transcrânienne, donc certaines impulsions pour activer certaines zones du cerveau, injection intraveineuse dosée au milligramme près de psychédéliques, plus un feedback verbal de ce que la personne vivait, plus des jeux de lumière, enfin bref. Et avec cette combinaison-là, ils ont trouvé des algorithmes pour amener les gens à naviguer à vue, quoi, en disant, plus de ça, ah, tiens, voilà, je vais aller par là, tac, bing. Et l'ordinateur, c'est le programme d'intelligence artificielle, c'est Kastrup qui l'a fait, intégrait, bon, il poussait plus de ça, il mettait plus de lumière, il mettait plus de simulation, il arrêtait une nerf cérébrale. Enfin, c'était dingue, quoi. Donc, quand il décrit ça, c'est de la science-fiction, mais c'est tellement crédible que je me demande si ça n'a pas eu lieu. Ouais. Et, mais tu vois, dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, où les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent de façon assez secrète et cumuler les compétences, les transdisciplinaires, etc., il y aurait moyen de faire des choses, mais qui fera avancer l'humanité à grands pas. La vraie Mmh. fusée qu'il faut envoyer, c'est pas la prochaine sur Mars, c'est la conscience de l'homme dans la grande conscience qu'il faut envoyer. Il faut que chacun fasse des allers-retours. Ça sera, c'est là qu'on va sauver la planète. Parce que qui c'est qui en profite des voyages dans la Lune ou sur Mars? Les riches. Qui Ouais. c'est qui va. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que si un jour la planète pète, ben, il va falloir avoir une autre base de survie. Donc ils sont en train de se préparer leur petit terrain de survie, tu vois, et de polluer la planète au passage avec des fusées qui doivent consommer pas mal de carburant. Non, les vraies fusées qu'il faut envoyer, c'est les fusées dans la conscience. Bien sûr. Et puis en plus, ça coûte des milliards ces Voilà. vols-là, alors qu'il y a quand même d'autres priorités sur la planète. Ah, ben en ce moment, oui. La journée du 4 décembre, c'est en journée, toute la journée, hein, je précise pour une question. Très bien. Écoute, Olivier, merci infiniment. Merci, Jocelyn, vraiment beaucoup. On peut s'en tenir là. Ouais, très bien. Je,
Je recommande à nouveau ce livre, L'éveil psychédélique, franchement, Merci. une excellente synthèse de toutes ces questions. La conscience, la conscience individuelle, la conscience collective, la grande conscience au sens du divin, le transpersonnel, et puis le rôle des psychédéliques dans tout ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme on dit. Ouais, comme On peut... Delphes. Ouais. ça y contribue, hein. Merci, merci Jocelyn. Merci du fond du cœur parce que venant de toi, c'est fort, quoi. Eh ben, écoute, merci à toi, ça me fait plaisir et j'espère qu'on aura Merci. l'occasion de se voir bientôt en vrai pour continuer à parler de tout ça. Et en tout cas, merci à tous pour votre attention. On se Oui, retrouve très merci au bientôt. public. 45, c'est beaucoup. Super. Merci à ceux qui disent merci. À bientôt sur Vertical Project. Salut Olivier, bonne soirée. Salut. Bonne soirée à tous et à toutes. Au Salut revoir. Jocelyn.